introduire cette soirée en étant le plus synthétique possible et vous dire qu'au lendemain du formidable succès des Jeux paralympiques de Paris 2024, il nous faut transformer l'élan populaire et l'enthousiasme collectif en un héritage durable pour la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Plus qu'une compétition sportive, ces Jeux ont marqué une étape décisive pour le changement du regard sur le handisport, le parasport et la reconnaissance de ses acteurs. Il nous appartient désormais de capitaliser sur cette dynamique pour faire de l'activité physique et sportive un véritable levier d'inclusion et d'épanouissement pour toutes et tous. Aujourd'hui, la pratique physique et sportive des personnes en situation de handicap est en moyenne 2 fois inférieure à celle des valides. Seuls 32% ont une pratique libre ou en club 1 fois par semaine, contre 68% pour l'ensemble des Français. Et cet écart est encore beaucoup plus significatif pour les femmes en situation de handicap. Sur notre territoire, ici en Moselle, ce sont plus de 1000 personnes en situation de handicap physique et sensoriel et plus de 7000 personnes en situation de handicap mental. Aussi, ces chiffres nous rappellent à quel point l'engagement de toutes et tous est important. Chez nous, le projet Moselle Sport Ensemble constitue une action phare autour d'une réflexion collective portée à la fois par le CDOS, le département de la Moselle, le comité de sport adapté et le comité handisport. Grâce aux actions menées déjà ensemble, nous pouvons objectiver les tendances, identifier les freins persistants et permettre d'orienter nos actions en faveur d'un accès facilité et renforcé au sport pour toutes les personnes en situation de handicap. Mais surtout, nous devons accompagner nos clubs, au nombre en Moselle de 2448, et les collectivités volontaires dans le développement d'une offre de pratiques sportives plus inclusive et accessible. L'héritage des Jeux ne sera pas en Moselle un vain mot grâce à la volonté du président Weiten et de ses collaborateurs et aussi à l'ensemble du mouvement sportif réuni et actif pour que le sport soit un élément central de notre projet au service de tous nos concitoyens. En 2025, il y aura cette soirée, la journée parasport du département du 1er avril à Amnéville, les journées de sensibilisation et de formation des 7 mars à Forbach, 14 mars à Thionville et 23 mai à Verny. Une vingtaine de classes olympiques adaptées seront rassemblées en primaire, collège et IME. Et enfin, bouger en entreprise avec la mise en place d'activités physiques et sportives adaptées à destination des personnes des entreprises adaptées et des ESAT, avec une dizaine de structures actuellement partenaires en Moselle. Et je n'oublierai pas toutes les actions sur le terrain des 2 comités handisport et sport adapté, mise en place d'événements sportifs inclusifs, d'ateliers éducatifs, d'interventions dans les entreprises ou de campagnes de communication sur les réseaux sociaux. Les clubs phares dans ce domaine comme Moulins-les-Metz Handisport, Mézières Tennis de Table, Escrime Sarrebourg et bien d'autres, ainsi que les collectivités qui mènent des projets inclusifs, par exemple Vivons le sport ensemble à Créange. Tout cela grâce au travail admirable des bénévoles et des collaborateurs des structures de ce projet. Si vous souhaitez vous inscrire aux formations ou avoir plus de renseignements sur toutes ces actions, n'hésitez pas à vous adresser à la fin de la soirée à nos collaborateurs qui sont actuellement à l'entrée, Anthony, Brian et Xavier. Je veux remercier notre collaborateur Brian Grandchamp qui a orchestré cette soirée et nos partenaires, le département de la Moselle, le SDJES et l'université qui nous reçoit, ainsi que nos intervenants. Pour conclure, je dirais qu'au travers de ces actions Moselle Sport Ensemble, le comité départemental olympique souhaite réaffirmer son engagement commun, faire du sport un droit objectif pour chacun, indépendamment de sa condition. C'est un enjeu de société, une nécessité, mais surtout une ambition que nous devons tous et toutes porter ensemble. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Flavien Boutet, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine, enseignant en STAPS à Nancy et donc chercheur au laboratoire TETRAS, qui est un laboratoire de sociologie qui est également à Nancy. Et donc je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années sur les politiques sport et handicap et les politiques sport-santé. Donc je vous remercie d'être là, je remercie le CDOS pour l'invitation et pour pouvoir partager finalement aussi le travaux, les résultats de la recherche finalement à d'autres publics que nos pairs ou nos étudiants. C'est pas forcément si souvent que ça arrive.
Pour démarrer, moi je voulais m'arrêter sur le titre. J'ai choisi donc d'intituler ma conférence « Comment peut-on être sportif ou sportive handicapé ?» C'est une référence directe à le sociologue le plus célèbre du XXe siècle qui s'appelle Pierre Bourdieu, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, et qui en 1975, à l'invitation de l'INSEP, au moment où la sociologie du sport se structurait en France, eh bien, on lui a demandé de venir faire une conférence qu'il avait intitulée « Comment peut-on être sportif ?» et alors finalement qu'on s'attendait de lui à ce qu'il vienne questionner les dispositions, les parcours des personnes pour devenir sportifs, eh bien, il avait décidé un petit peu de décaler le regard, et en disant que finalement pour penser les engagements sportifs, il fallait d'abord penser comment le monde du sport existait, et que bien encore une fois, pour être sportif, il fallait commencer par qu'il y ait un sport qui existe et une offre qui existe. J'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est là-dessus finalement que je vais porter aussi ma communication en fait sur la construction du système sportif et sur son rapport justement à la pratique des personnes handicapées. Alors comment démarrer cette conférence? Alors je vais commencer par reprendre des données que vous venez d'entendre par la présidente du GDOS, mais je voulais démarrer effectivement par ces données qui sont assez récentes en fait, qui sont des données de l'INGEP qui ont été publiées à l'automne. Au départ, je m'étais dit je vais démarrer par les Jeux paralympiques, et en fait il y a des choses qui sont plus récentes que les Jeux paralympiques, et notamment cette enquête donc, de l'INGEP. L'INGEP, c'est l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, et qui a essayé de faire la synthèse entre deux grandes enquêtes qui sont entre 2020 et 2021-2022, une sur les pratiques sportives des personnes, une sur les situations de handicap, pour tenter de mesurer la pratique sportive des personnes handicapées. Et donc, comme ça a été dit en intro, vous retrouvez les données qui viennent d'être dites sur notamment le fait que chez les personnes handicapées, eh bien, on retrouve 32% de la population qui pratique une fois par semaine, et contre 65% sur l'ensemble de la population. Donc là, on voit les écarts énormes. On voit de fait dans ces enquêtes, moi je vous invite à aller, l'INGEP a produit un rapport qui est public, qui est très facile à trouver en ligne. Et on voit des effets d'âge, on voit des effets de genre qui sont forts, on voit des effets de classe sociale qui sont extrêmement importants. Alors, c'est des enquêtes qui ont eu lieu, qui ont été faites au tournant des années 2020 et 2022, et comme je vous le disais, on pourrait démarrer aussi par la question des Jeux paralympiques, parce qu'on peut se demander aujourd'hui, en février, bientôt en mars 2025, finalement, si les Jeux paralympiques ont permis de changer un petit peu la donne et cet écart. Il y a très peu d'enquêtes, je vais vous solliciter en fin de présentation pour vous faire remplir d'ailleurs un tout petit questionnaire. Par contre, s'il n'y a pas d'enquête solide encore sur l'après-Jeux paralympiques, vous avez une presse quotidienne régionale qui, chacun dans sa région, sur son territoire, eh bien, mène des petites enquêtes depuis le mois de septembre sur la situation post-JO. Je vous donne deux exemples. Issus de la Nouvelle République et de Roanne, donc plutôt de la région centre et donc de l'Auvergne-Rhône-Alpes, on peut retrouver un peu les mêmes choses dans toutes les régions. Ressort de cette presse quotidienne régionale qu'il y a assez peu d'effets des Jeux paralympiques sur la question, sur la pratique sportive des personnes handies, alors que justement ces articles, et c'est notamment présent dans le journal Le Pays, le journal rouennais, eh bien on voit que finalement ce journal montre que dans beaucoup de clubs, il y a eu un afflux de personnes, mais de personnes valides, notamment dans certaines pratiques comme le tennis de table, mais que finalement il y a eu assez peu d'effets chez les personnes handies. C'est à nuancer parce qu'on trouve aussi des clubs, j'ai rencontré à l'automne des membres de clubs parisiens, de clubs de boccia parisiens, qui me disaient notamment qu'ils avaient dû faire face à un bel afflux finalement de pratiquants qu'ils n'avaient pas su d'ailleurs gérer et juguler. Donc on peut en déduire que finalement il n'y a pas eu une absence totale d'effet, mais un effet plutôt minimal. Et encore une fois, ça va demander un petit peu plus de données pour vérifier les éventuels effets des Jeux paralympiques. Ce que j'ai trouvé intéressant en fouillant dans cette revue de presse, c'est que finalement la presse ne se contente pas de mesurer l'effet ou non des Jeux paralympiques et de voir s'il y a ou non plus de sportifs handi. Elle regarde finalement, on a aussi une presse qui s'intéresse à comprendre pourquoi finalement il n'y a pas plus de sportifs handi. Et finalement, quand on fait une revue de presse de l'automne et de l'hiver, eh bien on a aussi ce type d'article. Là, c'est issu d'Ouest France et du Maine Libre ou de France Culture. Finalement, on a une presse qui va s'intéresser aux limitations produites par le monde sportif envers les personnes handicapées.
On voit notamment France Culture qui met en avant le manque d'accessibilité, Ouest France qui met en avant le fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire malgré certaines initiatives. C'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un article qui s'intéresse au dispositif Club Inclusif, mais qui montre que malgré ces dispositifs, il y a encore beaucoup de choses. Pourtant, ce qui était intéressant durant les Jeux Para et même avant, c'est qu'on a eu quand même beaucoup de discours politiques qui nous disaient que les Jeux Paralympiques allaient transformer la vie des personnes handicapées. Je vous ai mis un petit extrait d'un interview d'Amélie Oudéa-Castéra quelques mois avant les Jeux Paralympiques, mais finalement, dès lors qu'on avait un dirigeant politique, un dirigeant sportif, on retrouvait ce type de discours. Alors, la première chose finalement qu'on peut se demander une fois qu'on voit ces critiques envers le monde sportif ou ces questionnements sur les limites du monde sportif, c'est aussi de regarder la réalité finalement de ces limites, la réalité de l'accessibilité, la réalité peut-être des conditions d'accueil. Et là, c'est la première chose finalement que je vais vous proposer en m'intéressant à 2 points particuliers. Le premier qui va être l'accessibilité architecturale et matérielle des équipements sportifs, et dans un deuxième temps, je parlerai de la formation des éducateurs sportifs qu'on retrouve dans les clubs. Alors l'accessibilité, pareil, il y a des données très récentes parce qu'il y a eu un vrai renouvellement du recensement des équipements sportifs qui s'appelle maintenant Data Équipements Sportifs au sein du ministère des Sports. Donc avec un ministère des Sports qui par ses agents, cherche à mettre à jour finalement l'état des équipements sportifs partout en France, notamment une prise en compte de l'accessibilité. Alors c'est à prendre toujours avec des pincettes parce que qu'est-ce qu'un club accessible, qu'est-ce qu'un équipement accessible, il y a des définitions qui peuvent être multiples. Mais ça reste un premier indicateur intéressant où on voit finalement que les équipements sont très peu accessibles aux personnes handicapées moteurs, encore moins accessibles aux personnes handicapées sensorielles. Ce qui est intéressant sur ces lignes, c'est que vous pouvez le voir, si on regarde juste l'aire d'évolution, on se rend compte qu'il y a un équipement sur 2 qui est accessible, mais derrière, finalement, si on regarde l'aire d'évolution plus le cheminement, plus les tribunes, plus les vestiaires, plus les sanitaires, plus les douches, au bout d'un moment, là, il y a plus énormément de clubs qui peuvent être accessibles. J'ai fait il y a 7-8 ans maintenant une enquête un peu plus fine de mon côté dans les Alpes-Maritimes, et finalement il y avait un consensus chez l'ensemble des acteurs du monde sportif, dans les différentes fédérations, dans les différents services ministériels, pour dire qu'on était en gros entre 5 et 15% d'équipements sportifs accessibles. Je pense que c'était sur les Alpes-Maritimes, ça collait à peu près à ce que disait le recensement des équipements sportifs. Je pense qu'on peut faire l'hypothèse qu'on est un petit peu sur cette lignée-là, un peu partout en France, avec sans doute des petits écarts au niveau de la région. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en 2025. La semaine dernière, on fêtait, entre guillemets, les 20 ans de la loi de 2005 qui contraignait à rendre accessible l'ensemble des équipements. Et dans quelques mois, on va fêter les 50 ans de la loi de 1975, dont je vous ai quand même copier-coller l'article 49, donc, qui rappelle en gros que l'ensemble des équipements sportifs devraient être accessibles depuis 1975. Le décret a été fait en 78, donc on est à 47 ans. La plupart des équipements sportifs non accessibles ont été créés après, au passage. Donc ça, c'est le premier point. On a un monde sportif qui n'est pas accessible sur le plan architectural. Sur le plan des formations, alors on peut me reprocher peut-être la date, c'est des données qui ont besoin d'être mis à jour. J'avais mené une enquête pour le ministère des Sports en 2011 maintenant, dans le cadre de mon Master 2 à l'époque, sur la prise en compte du handicap dans les formations BPGEPS et de GEPS. J'avais questionné 22 responsables de formation que j'avais eu au téléphone pour regarder quelle était la place du handicap dans ces formations. 2 données que je vous ressors sur la place, c'est que déjà toutes les formations ne prenait pas en compte la question du handicap, alors que pareil, il y a une loi, la première grande loi sur le sport, 1984, qui contraint à ce que chaque formation des métiers du sport ait des enseignements sur les questions du handicap. Et dans ceux qui prennent moins de 10 heures, il y en avait 3 ou 4 où on était à 0. On voit une situation assez inégale, et d'autres choses, c'est qu'on voit aussi dans le type de handicap investi dans ces formations des données assez différentes. Petite anecdote que je trouve assez intéressant, c'est que finalement je commençais l'entretien en demandant si l'ensemble des types de handicap étaient pris en compte. On me disait régulièrement oui,
tout cas une fois sur 3. Et quand je segmentais les différents types de handicap et que j'arrivais notamment au handicap psychique, eh bien, j'ai jamais eu un responsable de formation qui m'a dit prendre en compte ces questions-là. C'est une enquête qui a été faite en 2011, qui demanderait à être mise à jour, mais dont on peut faire l'hypothèse que finalement les changements, qu'il n'y a pas eu une révolution dans le monde de la formation. J'y reviendrai pour donner quelques exemples tout à l'heure aussi. Alors, une fois qu'on a fait cet état des lieux, donc moins de pratiquants, handi que de pratiquants valides, moins de lieux accessibles pour les handi que pour les valides, une formation des éducateurs sportifs qui prend pas ou peu en compte, en tout cas peu en compte la question du handicap. Je cible les formations du ministère des Sports, mais je pourrais cibler mon monde, à savoir les STAPS, à savoir que quand on est en STAPS, en dehors de la filière activité physique adaptée, généralement il y a entre 0 et 10 heures dans l'ensemble de la formation qui porte sur la question du handicap. Je sais qu'on vient à l'Université de Lorraine, on vient de changer les maquettes, c'était finalement la construction des maquettes fait en sorte que ça n'a pas changé. Les formations STAPS doivent aussi suivre cette loi de 1984. Donc on peut se demander finalement pourquoi cette situation. En tout cas, moi en tant que sociologue, un petit peu dans la posture bourdieusienne que je vous expliquais au titre, en vous présentant le titre de cette présentation, ce qui m'intéresse depuis pas mal d'années, c'est de chercher à comprendre pourquoi finalement une telle inégalité. Alors dans son texte, comment peut-on être sportif ? Pierre Bourdieu, c'est ce qu'il explique. C'est le long extrait de la journée, le détour vraiment par la théorie sociologique, où ce qu'il explique, Pierre Bourdieu, pour comprendre comment fonctionne le monde sportif, c'est à partir de la deuxième ligne, il écrit « Il faudrait s'interroger sur les conditions historiques et sociales de possibilité de ce phénomène social que nous acceptons trop facilement comme allant de soi, le sport moderne. C'est-à-dire sur les conditions sociales qui ont rendu possible la constitution du système des institutions et des agents directement ou indirectement liés à l'existence de pratiques et de consommation sportive. » Moi, pour cette présentation, finalement, aujourd'hui, mon objectif, ça a été de reprendre ça et me dire, finalement, quelles sont les conditions historiques et sociales de possibilité de ce phénomène social que nous acceptons trop facilement comme allant de soi, à savoir le manque d'accessibilité du monde sportif. Et de se dire, finalement, comment on peut expliquer, par des enjeux sociaux et historiques et politiques, qu'est-ce qui fait que ce monde sportif n'est pas accessible. Et la dernière phrase, elle est intéressante, quand il dit, finalement... Quand il invite à s'intéresser au système des institutions et des agents directement ou indirectement liés à l'existence de pratiques. Ce que je trouve assez intéressant, c'est effectivement ce terme d'institution pour penser le monde sportif dans son ensemble. Je vous ai pris une définition d'Olivier Ney, qui est un autre sociologue du politique qui s'est intéressé aux institutions très loin du monde sportif et qui définit finalement l'institution comme un ensemble de combinaisons de valeurs, de modèles de conduite, d'usages dominants dans un espace-temps qui, par leur stabilité et leur récurrence, oriente à la fois les pratiques individuelles des acteurs sociaux et la structuration des activités collectives auxquelles ils prennent part. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'en prenant cette définition, eh bien, on peut sans doute décortiquer un petit peu en questionnant les valeurs du monde sportif, en questionnant les modèles de conduite qui sont structurés, en questionnant finalement la manière dont certaines normes, certaines logiques organisationnelles se sont stabilisées et sont devenues récurrentes, et bien comment finalement cette institution sportive s'est structurée vis-à-vis de la pratique des personnes handicapées et s'est structurée de façon inégalitaire, comme on vient de le voir. Donc pour ça, il y a deux manières, je pense, d'appréhender, en tout cas c'est la proposition que je vous fais aujourd'hui, deux manières d'appréhender la réponse à cette question. Donc je la répète, comment l'institution sportive se structure vis-à-vis de la pratique des personnes handicapées. La première, c'est l'idée que finalement cette institution sportive s'est structurée et s'est structurée par un système de normes qui sont excluantes et discriminantes envers les personnes handicapées. Le deuxième enjeu, c'est de dire que finalement, ce système de normes qui est structurant au sein du monde sportif, il s'est structuré dans un contexte politique et historique particulier qui va venir justifier, légitimer finalement cette inégalité. À savoir que le monde sportif, il n'est pas complètement autonome et indépendant du reste de la société, il n'est pas indépendant aussi de son histoire et qui fait qu'il faut le replacer finalement dans des contextes
sociaux, politiques et historiques. Alors l'objectif, une fois que j'ai dit ça, de façon peut-être un petit peu brutale, en tant que membre du monde sportif, vous vous sentez peut-être un petit peu accusé, c'est de chercher maintenant à vous démontrer aussi ça. À partir notamment d'enquêtes, des enquêtes que je mène depuis pas mal d'années. Donc je reviens sur cette idée, finalement, qu'il y aurait un système de normes excluant et discriminant qui structurait le monde sportif. Pour ça, en fait, je me suis rendu compte, à travers mes enquêtes, qu'il y avait des pensées et des impensées au sein du monde sportif, au sein des dirigeants du monde sportif, qui favorisaient ce type de discrimination. Quelles sont ces impensées ? Et avant de décrire ces impensées, ce qui est commun finalement, enfin ce qui est commun à l'ensemble de ces impensées, c'est aussi cette idée que finalement, et qu'on va retrouver dans les différentes sphères du monde sportif aux différentes échelles, c'est que le monde sportif n'a pas besoin d'être entièrement accessible. Il peut être que partiellement accessible, et c'est comme ça en partie qu'on va légitimer finalement les inégalités. La première chose, c'est sur les équipements. Je vous l'ai dit, j'ai fait une enquête dans les Alpes-Maritimes, et finalement, j'enquêtais auprès des personnes du mouvement sportif, du département, qui étaient impliquées sur la question de l'accessibilité, donc qui militaient pour aller chercher des fonds, pour mettre en place des travaux, pour rendre finalement le monde sportif plus accessible. Et en fait, l'aspect paradoxal, c'est que c'était finalement les premières personnes qui expliquaient qu'il n'y avait pas besoin de tout rendre accessible. Il y a cette phrase qui m'a marqué, que je vous lis en entier, où un membre d'un comité départemental très impliqué me dit « mais ça sert à rien d'être débile, de rendre un club absolument accessible où tu sais que tu n'auras jamais un PK en fauteuil qui viendra, même si dans l'absolu ça devrait l'être. C'est plus intelligent de mettre des moyens sur des zones, par exemple à l'est du département, puis à l'ouest, et qu'en fait, on rassemble les personnes handicapées par zone. » Elle est forte cette phrase, on rassemble les personnes handicapées par zone. Dans l'arrière-pays, c'est pareil, tu as une ville à 1 heure de route qui est dans la vallée, là le club est accessible, ils ont fait les travaux pour. Et le but, c'était ça, qu'il y ait un centre par morceau de département. Ça, c'est intéressant parce que derrière, on voit que finalement, ça légitime. Finalement, que si je prends l'agglo de Nice, sur laquelle j'ai travaillé, il y avait un club de tennis, une base de voile, un club d'escrime qui était accessible, et ce qui fait que les personnes qui voulaient pratiquer, ils avaient le choix entre un club. Quand on était valide, on avait entre 6 et 12 clubs en fonction de la pratique. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est aussi, je vous parlais de mon enquête auprès des responsables de formation, et notamment des cas, alors qui étaient minoritaires, mais qui ne faisaient pas de formation sur la question du handicap. Et là où c'était intéressant, c'est qu'ils me disaient on n'est pas concerné. Et on le voyait notamment dans des disciplines, dans 2 types de secteurs. Celle, notamment le volley ou le rugby, où à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais les formations d'État cherchaient plutôt à former des professionnels vers le haut niveau. Donc on me disait, mais en fait, on forme des professionnels pour aller vers le haut niveau, la performance, donc ça ne nous concerne pas, la question de handicap. Et d'autres aussi, c'était dans 2 BP AG2F, donc activité gymnique de la force et de la forme, où on forme plutôt des personnes pour aller dans les salles de fitness, où on me répondait, on forme des personnes plutôt pour qu'ils aillent vers les salles commerciales, donc ça ne nous concerne pas parce que le handicap, c'est plutôt l'affaire des associations. J'ose penser qu'au moins sur ce deuxième cas, aujourd'hui, les choses ont encore un peu bougé, mais je suis pas sûr. Troisième exemple, qui est plus sous l'ordre de l'hypothèse, mais qui est quelque chose qui m'intéresse aussi, tant dans le champ de la santé que dans le champ du handicap, c'est que finalement, on travaille beaucoup à des politiques de labellisation et à l'idée de club modèle. Et ça, c'est intéressant. Mais finalement, ça légitime aussi le fait que la cause du handicap, la cause de la santé, c'est l'affaire de quelques clubs qui sont modèles, qui se forment. Et on retrouve ça dans le dispositif du club inclusif, c'est de dire que finalement, à l'échelle d'une collectivité, on va avoir 3, 4, 5 clubs qui vont vraiment s'impliquer. Et c'est vachement bien, on peut être que d'accord, mais qui peut avoir comme répercussion cette idée chez les autres clubs de se dire on n'a pas besoin finalement de s'en occuper puisque d'autres le font. Je l'ai mis d'ailleurs là, cette idée finalement qui est très présente dans le monde sportif, que finalement l'accueil des personnes handicapées, c'est l'affaire des autres. Le dernier point que je voulais mettre aussi, c'est donc sur la question des professionnels. Alors, j'ai pas fait d'enquête auprès de professionnels qui permettent de démontrer ça, mais il y a pas mal d'indicateurs. Déjà, il y a une super enquête de Sandrine Garcia auprès des professeurs des écoles.
je fais un pas de côté, et qui montre que les professeurs des écoles qui sont obligés d'accueillir des élèves handi, eh bien, ont tendance à relever eh bien, ils considèrent que ça ne fait pas partie de leur métier. En partie parce que finalement, accueillir des enfants handi, c'est l'affaire d'autres personnes, peut-être d'instituts médico-éducatifs, d'AESH, mais que ce n'est pas leur métier, que ça ne fait pas partie de leur professionnalité. Ils n'ont pas été formés comme ça et ils considèrent que eh bien, c'est pas vraiment leur travail. Ça, c'est le premier point. Donc, on peut faire l'hypothèse que cette dynamique, on va la retrouver finalement dans des clubs où finalement on est moins obligé. Le 1er septembre, quand la famille de l'enfant handi arrive, eh bien, on peut plus facilement inviter à aller chercher un autre club par rapport à l'école du quartier. Et ce qui me fait penser que ça a vraiment lieu, c'est une enquête de Cécile Collinet, donc une chercheuse de Marne-la-Vallée, et qui a fait une enquête avec ses collègues auprès de 64 personnes handi ces dernières années. Et ils ont commencé à publier 1 ou 2 textes, l'année dernière notamment. Et finalement, on retrouve dans ces textes, chez certaines personnes handi, eh bien, des personnes qui racontent ce type de séance où ils sont arrivés dans le club et finalement, on leur a fait comprendre plus ou moins de façon abrupte que ils n'étaient pas les bienvenus et que ce serait bien qu'ils cherchent un club ailleurs. J'ai noté un extrait que j'ai trouvé assez intéressant. Donc Sylvie, 58 ans, malvoyante, et qui a voulu faire de la gym et qui dit donc quand je suis arrivée, la prof a dit « Ah non, je suis arrivée avec ma canne blanche, donc j'ai compris que je l'embêtais, qu'il y avait un problème. » Donc j'ai pris sur moi, mais je commençais à perdre mes moyens. Je me suis dit, je vais faire un cours, je vais voir ce que ça fait. Elle ne s'est pas du tout occupée de moi, exprès pour me décourager. Donc je suis parti aux 2/3 du cours, en pleurant à moitié. Ça m'a vraiment refroidi. Et on retrouve plusieurs cas comme ça. Le deuxième grand point que je voulais aborder par rapport à ça, c'est aussi l'idée que finalement, si il y a une telle situation au sein du monde sportif, c'est en partie parce que finalement les rapports de pouvoir au sein du monde sportif étaient en défaveur des personnes handicapées, étaient en défaveur de la cause de plus d'égalité ou de l'accessibilité. Il y a un terme qu'on utilise en sciences politiques que j'aime bien, c'est l'idée de propriété des problèmes publics. Et c'est finalement qui est propriétaire du problème public, de l'accessibilité, de la mise aux normes, de l'engagement en matière de handicap. Et généralement, c'est rarement les personnes les plus ferventes d'une posture égalitaire, d'une posture de mise en accessibilité. J'ai travaillé notamment l'année dernière sur les critiques envers les Jeux paralympiques, les critiques des personnes handi envers les Jeux paralympiques et sur les oppositions vers les Jeux paralympiques. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était de voir que c'était des personnes qui étaient extrêmement marginalisées, extrêmement invisibilisées, et alors que c'était notamment des groupes militants qui étaient impliqués plutôt avec des principes et des valeurs politiques, notamment de gauche. C'est intéressant de voir que même dans les mouvements politiques de gauche, eh bien, ces groupes étaient mis à l'écart, mis à distance, comme si finalement le handicap n'était pas un vrai problème. Donc c'était à la fois des personnes qui pouvaient être mises à l'écart des causes politiques, des causes militantes, et puis à la fois à l'écart des causes en matière de handi, ce qui fait qu'à la fin, ça donne l'impression d'un discours assez inaudible, assez marginal, alors que finalement, c'était un discours qui était une critique qui était assez structurée, argumentée et vraiment présente. Cette question des rapports de force, on en parlait en off avant la conférence, eh bien, ça mène aussi à des faits très concrets, notamment du fait que le handicap, ça ne devient jamais la priorité, et que la mise en accessibilité, ça ne devient jamais la priorité. Et je me suis même posé la question en préparant cette conférence, s'il n'y avait pas finalement un intérêt parfois à ne pas rendre accessibles des équipements. Je m'explique avec un exemple qui est pas issu du monde sportif. Il y a quelques mois, le gouvernement annonce des restrictions de budget partout, dont l'université. On a une présidente de l'université de Lorraine, qui communique dans plusieurs médias locaux sur le fait que la première action qui va être faite, c'est le fait d'arrêter les travaux de mise en accessibilité de l'université de Lorraine. En tant qu'élue dans un conseil, je l'interpelle sur le sujet. Et finalement, après des explications, elle finit en me disant, finalement, on avait en gros 2 choix, fermer l'IUT de Sarreguemines ou arrêter la mise en accessibilité des équipements. Et finalement, cette phrase, elle m'a fait pas mal cogiter. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, elle a raison, parce qu'à la fois, elle peut avoir une portée politique en disant...
en disant on arrête la mise en accessibilité pour dire regardez ce que vous nous obligez de faire, et en même temps, en faisant le choix, eh bien, elle s'empêche possiblement des critiques trop vives, à savoir que si demain vous fermez l'IUT de Sarreguemines, bah, vous avez tous les élus de Moselle-Est qui viennent sonner à la porte de son bureau en disant mais pour qui tu te prends, il en est hors de question. Alors que si elle dit eh bien, on arrête les travaux de mise en accessibilité, eh bien, il ne se passe pas forcément grand-chose, en partie parce que les personnes handies sont très peu présentes dans les lieux, les instances de pouvoir. Hein. Si vous prenez l'exemple de l'Assemblée nationale, vous avez aujourd'hui une personne qui est en fauteuil, et c'est lui d'ailleurs qui fait porter un certain nombre de choses en matière de handicap. Et ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve aussi finalement avec des formes de justification, et je le disais, qui convainc les pouvoirs sportifs, à savoir que ces modes d'explication, ces modes de pensée, eh bien, ça convainc à peu près tout le monde dans le monde sportif, et avec des... Parfois, je parle d'acceptation de négociation, mais c'était assez intéressant finalement parce que dans mon enquête dans les Alpes-Maritimes sur les questions de l'accessibilité, eh bien, on se rendait compte que des clubs qui étaient des militants de l'accessibilité, qui mettaient la pression auprès des élus, eh bien, finissaient par accepter aussi le fait que ça prenne du temps, que le club devait mettre la main à la pâte de plusieurs milliers d'euros pour accompagner la ville, quand c'était finalement le droit demandé à la ville de rendre accessible. Donc finalement, il y a une acceptation générale qu'on peut vraiment démontrer et voir, acceptation générale de cette inégalité de fait. Une fois que j'ai dit ça, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin dans les explications, à savoir que là, on a expliqué l'inégalité par un système de normes donc, qui est démontrable et qui est très ancré. Et pour finir un peu cette conférence, j'ai envie d'aller plus loin dans l'explication en disant d'où vient finalement ce système de normes un petit peu excluant et discriminant que je viens de vous démontrer. Deux enjeux pour expliquer ça, deux manières d'expliquer ça. Le premier, c'est l'histoire du monde sportif, qui, je pense, peut nous aider à comprendre ce rapport au handicap. Le premier, ça demanderait des recherches historiques un peu plus grandes, mais c'est une question que je me pose, notamment liée à un cours que je préparais avec les deuxièmes années il y a quelques semaines, où j'enseignais aux deuxièmes années donc, de la faculté des sciences du sport de Nancy, ce mouvement assez connu en socio et histoire du sport, d'autonomisation du monde sportif, à partir des années 20 et de façon très marquée dans les années 40-50, avec un modèle sportif qui se construit autour de la discipline, et donc des fédérations disciplinaires, et qui se structure autour notamment de la performance, de la compétition, du haut niveau, et qui permet de mettre à distance tout un tas d'enjeux éducatifs, politiques, religieux, qui structuraient le monde sportif jusqu'alors, notamment dans les fédérations qu'on s'est mis désormais à appeler les fédérations affinitaires. Et ce qui fait que, généralement, ce mouvement est assez célèbre en socio et histoire du sport, notamment par des textes d'un socio-historien qui s'appelle Jacques de France, qui montre que ce mouvement d'autonomisation s'est fait avec un mouvement de dépolitisation assez marqué. Il parle de politique de l'apolitisme, Jacques de France, qui s'est structuré avec ce modèle compétitif de la performance, d'autant plus marqué après la Seconde Guerre mondiale. Et la question que je me posais donc, en préparant ce cours et en préparant cette conférence, c'est que finalement, est-ce que ce modèle sportif n'a pas favorisé aussi finalement l'impossibilité que dans les années 50-60, où on s'est mis à parler un peu plus de la cause du handicap, où ça a commencé à devenir un problème public par des premiers rapports publics, eh bien, est-ce que cette autonomisation du sport, elle n'a pas empêché, d'une certaine manière, à ce que le monde sportif s'empare de la question du handicap? Là, ce qui peut aller dans le sens de cette théorie, encore une fois, qu'il faut prendre peut-être avec des pincettes, c'est l'idée que finalement, dans les années 50, 60, 70, se structure un monde sportif envers les personnes handicapées, mais un monde sportif qui se structure donc à part, par le biais de deux fédérations spécifiques que tout le monde connaît très bien, qui sont la Fédération de sport adapté, qui arrive un peu plus tard que la Fédération française handisport, et donc avec un monde sportif qui se structure autour de ces deux fédérations, et qui favorise aussi cette logique au sein du monde sportif de dire finalement l'accueil des personnes handicapées, c'est pas à nous de le faire, il y a des fédérations qui le font, handisport et sport adapté, donc finalement on n'a pas vraiment besoin de chercher à rendre accessibles nos pratiques, de rendre accessibles nos clubs.
Je vous en ai déjà parlé, mais je le remets. Un monde sportif qui, depuis une vingtaine d'années, où elle a aussi réinvesti la question du handicap avec des politiques ministérielles notamment beaucoup plus marquées, mais qui a été marquée notamment par deux caractéristiques qui m'interrogent. À la fois, finalement, une politique de mise en avant de certains clubs modèles, plus ou moins labellisés, et qui peut favoriser finalement au fait qu'on retrouve une sorte de monde spécifique dans le monde ordinaire, à savoir que chaque fédé va avoir ses clubs qui sont capables de rendre accessibles et qui va dédouaner un petit peu les autres clubs. Et puis une politique, moi j'ai fait ma thèse sur la construction des politiques en matière de sport et handicap dans les fédérations non spécifiques justement au tournant des années 2010. Et finalement on se rendait compte que l'élément structurant pour la construction de ces politiques sportives, c'était quand même les Jeux paralympiques, c'était la performance, et que vous aviez des grosses fédérations qui structuraient les débats autour de ces questions des Jeux paralympiques et qui finalement favorisaient aussi la construction de filières très spécifiques. Et finalement, on passait peu de temps, je participais à des grandes réunions dans des amphis avec 100 représentants de fédérations, et finalement, on parlait très très peu d'accessibilité, de pratique pour tous, mais beaucoup plus finalement de structuration olympique et paralympique. Ça, c'est le premier point. Et puis, il ne faut pas oublier, je le disais tout à l'heure, le monde sportif, il ne faut pas le prendre de façon indépendante au reste, à savoir que si on regarde à côté, je donnais l'exemple de l'université, je donnais l'exemple de l'école primaire, ce n'est pas beaucoup mieux ailleurs. On est dans un contexte sociopolitique global qui favorise ces modes de pensée et ces actions discriminantes. Vous avez des politiques d'accessibilité qui ne progressent pas ou très peu. On ne cesse finalement de repousser les contraintes, voire qui reculent. Si vous prenez la loi Elan, qui a abaissé les contraintes sur les constructions de logements neufs en 2018, vous avez pas mal d'articles et de travaux de Pierre-Yves Baudot sur le sujet, qui est un sociologue assez génial sur les questions de handicap. Vous avez des politiques d'inclusion scolaire et d'emploi qui stagnent, voire pareil, qui parfois reculent. Je vous parlais des travaux de Sandrine Garcia. Anne Revillard, qui a bossé sur l'emploi, présente à peu près les mêmes choses. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve aussi avec finalement des représentations et des normes qui se maintiennent. Voire, du coup, on peut faire l'hypothèse qu'elles se renforcent à partir du moment où on continue finalement de construire des modes de pensée relativement discriminantes. Et même un des éléments pour avoir bossé un petit peu sur les Jeux paralympiques. Donc j'ai envie de finir en nous demandant un petit peu à quoi peuvent servir les Jeux paralympiques. Et ce qui est intéressant, c'est que même les Jeux paralympiques, finalement, en mettant en scène les personnes handicapées, ce qui est intéressant de voir, et vous avez des personnes handicapées, des collectifs de personnes handicapées qui mettent ça en avant, que finalement, ça continue de mettre en avant, certes, ça met en scène, ça met en avant, ça met en lumière des pratiques et des personnes handies, mais finalement, ça met en scène des pratiques et des personnes handies dans des espaces très particuliers, très spécifiques, où les personnes sont entre elles sur des moments très particuliers, des événements à eux, et finalement, ça ne favorise pas forcément des lectures inclusives de la question du handicap. Je crois qu'il me reste 5-6 minutes, c'est parfait. Vous dites peut-être que je dresse un tableau un petit peu noir de la situation. Alors, ce que j'ai envie de dire après ces éléments, c'est finalement que faire et est-ce qu'on peut faire des choses. Et le premier point, vous l'aurez compris, c'est finalement, je pense, donc là je sors sans doute un peu de ma casquette de sociologue qui observe, qui compte et qui cherche à comprendre et avec cet objectif. Un petit peu aussi dans la continuité de certains sociologues, de poser la question d'à quoi peut servir finalement la sociologie. Eh bien, je pense que le premier point de ce sur quoi ça peut servir, eh bien, c'est de rappeler finalement qu'il y a des responsables de cette situation et que ce n'est pas un état de fait qui serait naturel, qui dépendrait du ciel, et qu'il y a des responsables et qui sont à trouver à différents niveaux, au niveau de l'État, au niveau des collectivités, au niveau du mouvement sportif, au niveau des professionnels, des formateurs. Et donc, je pense que c'est sans doute la première action à mener. La deuxième action, dans la mesure où un certain nombre de ces personnes de nos gouvernements bougent assez peu, c'est de tenter finalement de s'engager pour ces questions d'accessibilité et d'inclusion. Et avec cette idée finalement qui a sans doute, cette idée de s'engager peut passer par trois formes. Et on le voit finalement aujourd'hui, vous avez,
je vous en parlais un peu autour des critiques des Jeux paralympiques, c'est la mobilisation politique en rappelant notamment la responsabilité aux personnes, en défendant d'autres normes, d'autres modèles. Et vous avez, ce qui était intéressant, c'est que pendant les Jeux paralympiques ou en marge, vous aviez aussi une vraie production normative en fait, avec beaucoup de tribunes, de discours, d'interviews qui étaient menées pour questionner finalement ce rapport général au handicap. C'est aussi par l'expérimentation et par l'action dans les clubs. J'en ai peu parlé, mais il y a aussi beaucoup de clubs. Finalement, peut-être que vous êtes les premiers concernés qui font des choses pour rendre le monde sportif plus accessible. Et justement, le troisième point, c'est aussi de favoriser l'institutionnalisation, parce que moi, j'ai commencé mes recherches en regardant justement qu'est-ce qui favorisait l'accueil des personnes handicapées mentales dans les clubs sportifs. Et finalement, on se rendait compte que c'est quoi qui favorisait? C'était une personne qui était investie et dans le monde sportif et dans le monde médico-social. Et que c'était quasi systématiquement ça, soit un binôme qui se construisait, soit une personne. Et le problème avec ça, donc qui menait des expérimentations, qui faisait des choses, le problème avec ça, c'était souvent que ce professionnel, il portait une action déjà et on pouvait en être assez facilement critique parce qu'avec ses idées qu'il imposait un petit peu à tout le monde comme la bonne manière d'accueillir. Et puis surtout, le jour où il partait, ça s'arrêtait. Et donc finalement, ça rentre... et moi, c'est ce qui m'impressionne en fait. Quand on s'intéresse à ces questions sport et handicap, c'est le côté très personne dépendante et qui se maintient dans le temps. À savoir que moi, j'ai arrêté de travailler sur ces sujets pendant 5-6 ans, entre 2018 et 2023. Et je m'attendais justement de voir des choses peut-être qui avaient évolué, qui avaient bougé. Et finalement, on retrouvait un petit peu ces mêmes dynamiques. Et donc, je crois qu'il y a une importance dans les clubs de travailler à cette institutionnalisation, dans les comités, dans les ligues, même dans les fédés. Au niveau fédéral, moi, j'ai travaillé donc, dans le cadre de ma thèse sur les fédérations. On sentait aussi ce côté très, très personne dépendante, même à l'échelle nationale. Et ça, finalement, ça empêche de favoriser cette mise en accessibilité générale. Et le troisième point, qui est aussi un des éléments qui m'intéresse beaucoup en tant que sociologue, c'est l'idée de passage et d'intermédiaire finalement dans ces initiatives, parce qu'on se rend compte que des fois, il ne faut pas grand-chose finalement aussi pour rendre le monde accessible, et notamment, et je pense d'abord aux professionnels du sport. Et c'est que des fois, finalement, il y a un peu de crainte, il y a justement ce système de normes qui est trop fort, mais auquel la personne, elle ne s'est jamais vraiment interrogée, elle s'est jamais vraiment portée dessus, elle n'a jamais cherché à se former. Et si vous allez lui dire non mais t'inquiète pas, ça va aller, finalement tu vas avoir affaire à une personne comme une autre, il y a juste des adaptations un peu différentes et que la personne elle vous fait confiance, et bien il y a plein de cas en fait où on se rend compte que bien un entraîneur qui a pas fait APA, qui a pas fait des formations spécifiques, mais parce que finalement on va lui lever un certain nombre de craintes, peut-être en travaillant un peu avec lui, peut-être via un intermédiaire qui va venir, quelques séances, et bien derrière ça va favoriser ce travail-là. Et donc je pense qu'une des raisons de faire avancer les choses, alors c'est un peu la tactique du colibri que j'aime pas trop, mais c'est aussi finalement faire ce travail de passeur et d'intermédiaire pour permettre d'accéder à ça. Je m'arrête là, mais avant vraiment de conclure, je vous le disais, il y a pas d'enquête, pas de données hormis la presse quotidienne régionale sur l'après-Jeux paralympiques, et c'est quand même un truc qui est intéressant à poser. Donc j'ai préparé 2 petits questionnaires pour les clubs, les ligues et les comités, avec un beau QR code. C'est la première fois que je tente ça. Ça prend a priori 5 minutes pour les clubs et 3-4 minutes pour les ligues et comités. Et globalement, il y a une dizaine de questions pour savoir justement quelle est la situation. Est-ce que la situation a changé un petit peu? Quelle était la situation avant 2004? Et puis, est-ce que la situation a changé un petit peu depuis septembre? Et je vous invite à mettre, vous n'êtes pas obligé, mais je vous invite à mettre vos coordonnées pour éventuellement qu'on rééchange plus amplement ensuite. Voilà, et je vous remercie. Et si ça vous intéresse, toutes mes enquêtes, elles sont disponibles sur la plateforme HAL, qui est une plateforme qui met en ligne les travaux, sur lesquels on met en ligne et on rend accessible l'ensemble de nos travaux. Donc il y a mes enquêtes sur l'accessibilité, sur la formation, sur les clubs, sur les contestations envers les Jeux paralympiques notamment, que vous pourrez retrouver. Merci à vous de votre écoute, et puis si vous avez des questions, je suis tout à vous. Alors on enchaîne la deuxième partie de la soirée avec la conférence, avec la partie table ronde. Donc on a des acteurs du terrain pour échanger justement sur la pratique et sur le handisport. Alors on commence avec
Donc les présentations, honneur aux dames, donc avec Mélanie Guiton, qui est agent de développement au comité de Moselle depuis combien de temps ? 15 ans. 15 ans, on peut l'applaudir. On a un sportif qui est avec nous, qui fait du badminton de haut niveau, Steve Matija, c'est ça ? Steve, pardon. On peut l'applaudir aussi. Combien de temps de pratique, le niveau ? Micro. Bonjour, j'étais en valide depuis tout petit et en 2017 j'ai vu qu'on pouvait faire du para-badminton et c'était plus adapté à mon handicap, donc depuis 2017. On peut l'applaudir aussi. Christophe Porte, président de Mézières-les-Messes tennis de table, et on peut l'applaudir aussi, bien sûr. Et pour terminer, Jean-Marie Morinville, président du comité de Moselle de sport adapté. Alors, première question pour Christophe. Christophe, quels sont les principaux défis que toi tu rencontres en tant que président de club de tennis de table pour accueillir justement des personnes en situation de handicap ? Alors je dirais qu'il y en a plusieurs, et ça dépend dans quelle perspective on se positionne. Si on se positionne dans la perspective du club, la principale difficulté, c'est de faire savoir qu'on accueille des personnes en situation de handicap. On a parlé beaucoup de l'accessibilité. Alors j'ai trouvé la présentation très intéressante, mais j'ai trouvé qu'on mettait un peu trop les gens dans des cases. Et on essaye en France toujours de segmenter les choses, d'apporter une réponse particulière à un problème spécifique. Et moi je pense que d'un point de vue du club, il faut pas forcément faire de différence entre des personnes en situation de handicap et des personnes valides. Ce qui est notre cas dans notre club, on accueille des personnes en situation de handicap, qu'elles soient en situation de handicap physique ou mental, et on les intègre dans les groupes et on leur propose les mêmes activités que pour les autres personnes. Alors, on a aussi cette spécificité, alors nous, sur le tennis de table, d'être facilement accessible, quel que soit son handicap, d'avoir un sport qui est adaptable et de pouvoir accueillir vraiment tout le monde. Ce que je constate aussi, c'est que il faut se mettre aussi dans la tête des personnes en situation de handicap, qui souvent aussi se disent le club n'est pas fait pour moi parce que le club il n'est pas affilié à handisport, il n'est pas affilié à sport adapté, donc c'est peut-être pas un club qui est là pour m'accueillir. Et alors j'ai une autre casquette aussi, je suis président de la Ligue du Grand Est de tennis de table, et j'ai de temps en temps des clubs qui m'appellent, qui me disent ouais, j'aimerais bien accueillir une personne en situation de handicap dans mon club, qu'est-ce que je fais ? Je lui réponds souvent, fais comme pour les gens valides, tu l'accueilles, déjà tu l'accueilles comme une autre personne, tu lui dis qu'on est là, qu'on a une ambiance conviviale et qu'il peut parler et jouer avec les autres joueurs. Et c'est déjà la première étape. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a aussi différents types de handicap. Et on ne peut pas apporter la même chose aux personnes qui ont des handicaps différents. On parlait de l'accessibilité. Alors, quand on a en tête l'accessibilité, on pense systématiquement aux personnes qui sont en fauteuil roulant. Alors, je connais très bien Stéphane Molliens, c'est un ami, je le vois régulièrement, et effectivement, des personnes qui sont en fauteuil, ils peuvent avoir des situations où c'est peut-être un peu plus compliqué. Une petite anecdote là-dessus, cet été, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques, et j'ai emmené quelqu'un qui était en fauteuil sur des épreuves de basket fauteuil. Le plus gros problème dans l'accessibilité, il n'était pas d'aller sur la salle en soi, il était de prendre le métro et de se balader dans Paris alors qu'on avait pris le train pour y aller. Donc le problème de l'accessibilité, il est plus vraiment sur la vie au quotidien des personnes en situation de handicap et pas forcément spécifiquement sur les personnes, sur le sport en soi. Donc, pour moi, je reviens à mon idée il y a plusieurs types de handicap et chacun va rechercher un peu différentes choses dans le sport. Ce que je constate aussi, c'est que de plus en plus, les clubs
sont plus forcément orientés vers de la performance. Ce qui pouvait faire peur, on l'a vu dans la présentation, quand on parlait du sport il y a encore une petite dizaine d'années, on était focusé sur la compétition. Quand quelqu'un ouvrait la porte d'un club, eh ben on l'inscrivait quasiment tout de suite dans la compète, à la compète dans le mois qui vient. Et puis il se prenait une tôle ou pas, on voyait qu'il était performant ou pas, et c'est ce qui faisait que cette personne restait dans le club ou pas. Mais de plus en plus, les clubs s'ouvrent à tous les publics, au sport santé, sans avoir forcément cette notion de performance, mais avec plus cette notion de plaisir de la pratique sportive. Et c'est là où ce que moi je constate, c'est que les clubs qui sont ouverts sur ce plaisir du sport peuvent accueillir plus facilement des personnes en situation de handicap et permettent à ces personnes-là de retrouver un autre intérêt, de faire du sport pour se maintenir, mais pas forcément uniquement dans le but de gagner une médaille. Et c'est progressivement, en étant plus assidu, que les performances sportives s'améliorent, et que là, peut-être, les gens peuvent être intéressés par la compétition et font le pas après d'aller vers la compétition. Mais souvent, dans la tête des clubs et dans la tête des gens, quand on pousse la porte d'un club, c'est pour aller faire de la compète. Et de plus en plus, les clubs s'ouvrent sur d'autres pratiques, et c'est peut-être là où c'est intéressant de voir comment le monde évolue et comment est-ce qu'on peut mieux intégrer des personnes en situation de handicap. Christophe, justement, tu as parlé de différents handicaps, et on va parler justement avec Jean-Marie du sport adapté. Quels sont les besoins aujourd'hui spécifiques concernant les pratiquants, et comment les clubs peuvent-ils les accompagner au mieux ? Oui, donc, écoutez, les personnes ont des besoins spécifiques, et les besoins spécifiques, je vais parler bien évidemment du cas qui nous préoccupe au niveau du sport adapté qui est pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique. Donc, comme vous l'imaginez aisément, l'accompagnement est différent compte tenu, de la spécificité du handicap. Il est bien évident que sur un trisomique, sur un autiste ou sur une personne qui est en situation de handicap psychique, les besoins et les attentes ne seront pas forcément les mêmes. Enfin, je parle de l'attente du sportif. Voilà. Donc, c'est une adaptation surtout au niveau des règles, un ajustement des règles, un ajustement, non pas des équipements, parce que généralement, dans le monde du handicap mental ou psychique, les gens n'ont pas de problème ni de mobilité, ni de motricité, etc. Ils peuvent courir, ils peuvent se mouvoir comme les valides. Donc c'est plutôt une adaptation des règles, c'est plutôt une adaptation des méthodes d'enseignement qui sont un petit peu différentes par rapport à un valide, vous l'imaginez aisément, et qui doivent répondre aux capacités individuelles de la personne que vous avez en face de vous. Ça, c'est un premier besoin. Le second besoin, c'est d'offrir un soutien qui est en relation avec ce que je viens de dire, un soutien un petit peu individualisé à chaque cas. Mais ça, je dirais, à la limite, c'est vrai pour un valide. Les comportements des uns ne sont pas forcément les comportements des autres, ce qu'on retrouve un petit peu dans le monde du handicap. Le troisième besoin, c'est de fournir un soutien, je dirais, ce que j'appellerais entre guillemets émotionnel, dans le sens où c'est des gens qui sont un petit peu, ce sont des pratiquants et c'est un public qui est un petit peu plus sensible, je dirais, à certaines choses, et il faut l'aider parfois à surmonter les défis, et surtout, ce qui est important, c'est de valoriser ces personnes. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne les besoins spécifiques. Alors, au niveau des clubs, comment les clubs peuvent-ils les accompagner ? En formant, je dirais, leurs encadrants, et notamment au niveau du comité départemental, les comités départementaux, notamment en sport adapté et comme handisport, sont là aussi pour apporter un soutien aux clubs dans l'information, la formation, je dirais, de leurs bénévoles, la formation de leurs éducateurs et de toutes les personnes qui constituent et qui participent à la vie du club.
À préparer à quoi? Accueillir les personnes en situation de handicap, leur exposer un petit peu quels sont les différents types de handicap, et puis à savoir quel comportement adopter en fonction de la problématique qu'elles rencontrent. L'objectif étant, pour les clubs, bien évidemment, de créer un environnement le plus inclusif possible. On a parlé à plusieurs reprises d'inclusion, de clubs inclusifs, et il faut, au niveau d'un club, que tous les gens, quel que soit le type de handicap, et que c'est valable également pour les personnes qui sont valides, c'est que tout le monde se sente bien dans le club, et qu'il soit le bienvenu et qu'il soit valorisé dans le club. L'adaptation aussi, parfois, pour nous c'est moins vrai, mais je pense que Mélanie en parlera tout à l'heure, parfois, adapter des infrastructures. Alors, pour nous, ça peut être aussi un élément, notamment pour les personnes qui ont des troubles, ce que vous avez déjà entendu parler, des TSA, troubles du spectre autistique, qui ont effectivement une sensibilité soit au bruit, soit à la lumière, et il faut parfois adapter, la luminosité de la salle, du gymnase, parfois à ces personnes. Et puis, une dernière chose, c'est de sensibiliser le grand public et puis tous les acteurs de ces clubs sur le handicap. Et je crois, et j'en terminerai par là pour ces deux questions, je suis persuadé que c'est nous, en tant que valides, qui nous mettons des barrières par rapport au handicap, parce que quand on a l'occasion de pouvoir vivre avec ces personnes et de faire du sport avec ces personnes, vous verrez, c'est des gens qui vous donnent le sourire. Voilà. Alors, du côté du comité handisport, Mélanie, toi, sur ces 15 ans, comment tu as fait pour travailler avec les clubs pour justement essayer de leur donner l'envie d'ouvrir leurs portes pour accueillir ce public qui ne demande qu'à faire du sport? Déjà, on va aussi appuyer sur le fait que lorsqu'on accompagne des clubs, il faut qu'il y ait une réelle volonté d'ouvrir ces pratiques à des personnes en situation de handicap. On en a parlé tout à l'heure sur la conférence, mais c'est vraiment souvent des histoires de personnes et une personne qui a envie, puis d'un coup la personne elle quitte le club et puis du coup il se passe plus rien. Et donc c'est du travail perdu, des licenciés perdus et des gens qui n'ont plus accès non plus à ce qu'ils voulaient en fait au moment où ils sont arrivés dans le club. On a toujours dit nous que le jour où on n'aurait plus de travail, c'est qu'on aurait bien travaillé. Ça fait 15 ans et il y a toujours encore beaucoup de travail. Donc c'est là aussi que le problème des fédés dont on a parlé tout à l'heure aussi est présent. C'est qu'effectivement, nous chez Handisport, on est censé faire ouvrir des sections handisport, promouvoir notre fédération, alors que la philosophie de base de nos métiers, c'est que les personnes en situation de handicap, elles puissent pratiquer chez Handisport ou pas chez Handisport. Donc aujourd'hui, c'est vrai que n'importe quel club peut accueillir des personnes en situation de handicap sans être spécifiquement affilié à telle ou telle association. Et c'est ce qui fait la force, je pense, du fait que ça va pouvoir se développer, parce que si effectivement à chaque fois on devait être rattaché à une fédé, alors qu'on est déjà dans un fonctionnement de club classique, il faut encore s'affilier sur une fédé handisport, il faut de nouveau s'affilier sur une fédé sport adaptée, ça pose aussi des fois des problèmes, mais même ne serait-ce qu'administratifs. Aujourd'hui, en fait, il y a le grand dispositif club inclusif dont vous avez sûrement entendu parler, qui avait été lancé par les ministères. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les premiers chiffres qui étaient lancés, c'est qu'on devait en 2024 avoir ouvert à peu près 3000 clubs inclusifs. En 2024, on peine à être à 1000 et on n'est pas sûr de ce qui se passe vraiment finalement dans ces clubs inclusifs parce que il était question d'avoir un suivi, des projets spécifiques sur le handicap. C'est pas, dans les faits, c'est pas tout ce qu'on a nous pu observer. Sur la prise en charge après en fait, des personnes en situation de handicap au sein de ces clubs. On n'a pas de retour sur ce qui se fait, on ne sait pas si les personnes sont intégrées, on ne sait pas quel type de handicap est intégré dans les clubs. Le petit outil que vous pouvez avoir pour vous, c'est le Handy-Guide des sports. C'est un petit site internet sur lequel tous les clubs qui se disent volontaires pour accueillir des personnes en situation de handicap sont répertoriés. Donc n'importe quel club peut s'inscrire dès lors qu'il souhaite ou qu'il accueille des personnes en situation de handicap. Voilà, que vous le sachiez aussi, parce que ça reste aussi un répertoire pour nous, lorsqu'on a des personnes à intégrer dans les clubs, de voir dans quelles associations on peut éventuellement orienter les gens lorsque la pratique demandée n'est pas développée par Handisport.
Parce que historiquement, Handisport s'occupait de quasi toutes les pratiques sportives avant. De plus en plus, les fédés valides reprennent la compétence de développement pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est aussi bien de savoir ce qui se passe dans les autres fédés pour que nous aussi, on puisse faire le lien sur les personnes qui souhaitent pratiquer telle ou telle activité et qu'on sache où les orienter. Je reviens à ma question parce que je suis partie à côté. Simplement, nous, qu'est-ce qu'on met en place pour faire pousser un peu les portes d'Handisport? En fait, la vraie chance qu'on a, nous, je pense, c'est le réseau. On travaille avec beaucoup d'associations, qu'elles soient affiliées ou pas. L'idée, c'est pour les clubs valides de dédramatiser surtout l'accueil des personnes en situation de handicap dans les clubs. Dès lors que, en ce qui concerne notre public en tout cas, l'accessibilité est possible, ça enlève déjà un gros frein. Après, lorsque le club a une vraie volonté d'intégrer des personnes en situation de handicap, qu'il y a des volontaires qui sont là pour l'accompagnement, parce qu'il est évident qu'un accompagnement de personnes en situation de handicap n'est pas un accompagnement de personnes valides. On a besoin d'un peu plus d'humains, en tout cas. Il n'y a pas de réel problème. La Fédé Handisport met en place des formations aussi. Il faut savoir que dès que vous êtes affilié chez Handisport, vous avez accès à tous les contenus en e-learning là, sur ce qui s'appelle l'ABCDR, qui permet en fait d'avoir au moins les bases sur l'accueil des personnes en situation de handicap. Il y a les formations qui sont mises en place aussi historiquement avec le CDOS sur l'accueil des personnes en situation de handicap dans les clubs, que ce soit les personnes en situation de handicap mental ou psychique ou les personnes en situation de handicap physique et sensoriel. Il y en a bientôt d'ailleurs, vous allez avoir la communication bientôt j'imagine. Et puis il y a tout ce suivi et l'important c'est ça en fait, c'est d'avoir des gens qui sont capables de vous accompagner dès lors que vous avez des questions. Et c'est ça aussi finalement, rentrer dans une fédé spécifique, que ce soit handisport ou sport adapté. Vous avez des personnes qui sont relais et qui peuvent vous informer, vous emmener voir peut-être d'autres clubs qui font la même pratique que vous et qui peuvent, alors je dis pas parrainer, mais voilà, être source d'inspiration et avec lesquels vous pouvez éventuellement discuter de vos interrogations et des problématiques que vous rencontrez, je pense, au quotidien. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a différentes visions entre les clubs, les comités et les principaux concernés, les sportifs. En tant que sportif, quel regard toi, tu portes sur l'accessibilité? Est-ce que tu as vu un changement ces dernières années? Et quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui hésiterait à se lancer à la pratique du sport? Bonjour. Alors, moi, j'ai commencé le parabadminton en 2017. Je ne savais pas que dans ma catégorie, on pouvait faire du parabadminton. J'ai la mucoviscidose, j'ai 39 ans maintenant. J'ai commencé du coup le parabadminton en 2017, j'avais 32 ans. Ma situation ne me permettait plus correctement de jouer avec des joueurs valides. Et je me suis rapproché du parabadminton. Je l'ai vu par hasard sur des magazines et je ne savais pas que c'était accessible. Donc la première chose, c'est que si un joueur joue ou fait un sport, mais qu'en fait il n'est pas au courant qu'il y a ce même sport adapté, justement pour arriver à une meilleure confrontation avec ses opposants et ne pas jouer contre des valides où ça n'a pas de sens parce que l'écart de niveau est tellement grand qu'il ne prendra pas de plaisir. Alors la première chose, c'est aussi d'informer les clubs, d'informer les gens au niveau de la ville aussi qu'il peut y avoir des dispositifs pris et faits pour les personnes en situation de handicap. De ça, en fait, j'ai ensuite continué en 2017 au premier championnat de France de parabadminton. Et là, j'ai pu rencontrer vraiment beaucoup de personnes en situation de handicap. Je les ai côtoyées pendant 5-8 ans maintenant. Je les ai suivis au niveau marketing, communication et aussi pour développer le parabadminton en France. Ce que je remarque aujourd'hui, en étant maintenant, depuis fin 2024, élu à la Fédération française de badminton en tant que chargé de l'inclusion et du handicap, j'ai pu voir qu'au sein de la Fédération française de badminton, nous avions un système qui permettait de recenser les personnes qui font du parabadminton. Je ne sais pas si dans les autres fédérations c'est pareil, mais on a un petit outil qui permet de flaguer la personne qui est joueur en situation de handicap. Ça, je trouve ça très bien. Mais au-delà de ça, on a 400 personnes en France qui jouent au parabadminton. Sur les championnats de France parabadminton, nous voyons 100 personnes. Alors, où sont ces 300 personnes qui sont porteurs d'un handicap et qui ne viennent pas à la compétition majeure, qui permettrait, eux, de les mettre en lumière et justement d'avoir une plus grande accessibilité pour les tournois. Donc la chose qu'il va falloir faire, je pense, à l'avenir, c'est d'avoir un gros fichier de recensement de personnes qui sont en situation de handicap, peut-être qui sortent des IME, et donc du coup là, de manière autonome, elles se déclarent handicapées.
Comme ça, on peut justement savoir où est-ce qu'elles sont et ensuite peut-être leur proposer le meilleur sport possible vis-à-vis de son handicap. Parce qu'une personne qui va faire du para-badminton, même en fauteuil, elle pourra faire peut-être du para-tennis, elle pourra faire du para-tennis de table ou du para-tennis. Mais par contre, une personne qui va faire du tennis de table en fauteuil ne va sûrement pas arriver à faire du para-badminton en fauteuil parce que la difficulté est plus grande. Donc en fait, il faut surtout adapter l'offre et la demande. Donc si on a des personnes qui sont en situation de handicap, il faudrait peut-être leur proposer le meilleur sport pour elles, pour justement qu'elles atteignent le plus l'autonomie et peut-être si elles ont envie de faire de la compétition, les plus hauts niveaux. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'il faudrait faire, c'est-à-dire le recensement de toutes les personnes qui sont en situation de handicap, au niveau de la ville, au niveau des comités, ou je ne sais pas comment, mais voilà, ça je pense que ce serait un premier point, pour après ensuite développer l'inclusion dans le club, comme j'aimerais le faire en France là, pour le para-badminton, pour la Fédération française, c'est de mettre en place des livrets et des guides pour qu'une personne qui vienne dans un club de manière autonome, par exemple en badminton, que l'entraîneur sache quoi faire avec cette personne, parce que dit handicap dit entraînement spécifique. Pour l'instant, les entraîneurs ne sont pas formés pour justement ces entraînements spécifiques. Au sein de la Fédération française de badminton, on a mis en place un DI para. Donc ça se fait sur 3 jours. C'est une formation qui est donnée pour justement les personnes, pour entraîneurs qui vont entraîner les gens. Et du coup, on a là un public qui est aussi soit des personnes en situation de handicap. Et donc, du coup, elles correspondent pendant 3 jours. Et comme ça permet d'ajouter quelque chose de DJEPS qui permet justement de montrer et voir ce qu'on peut faire avec une personne en situation de handicap au niveau de son entraînement physique. Christophe, par rapport au club, est-ce que tu as vu un essor ces derniers temps ou justement un recul par rapport à l'effet Covid, par rapport au JO, sur le nombre de licenciés, sur l'accueil de ces personnes à mobilité réduite ou à porteur d'un handicap ? Alors moi je n'ai pas constaté d'explosion du nombre d'adhérents dans mon club et dans les différents clubs de tennis de table, plus spécifiques sur le public en situation de handicap. Alors vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le tennis de table a été un des sports en vogue au JO et qui a quand même beaucoup profité de l'effet de nos stars qui ont vraiment bien performé sur les Jeux. Mais pour les personnes en situation de handicap, on n'a pas constaté d'engouement plus spécifique qu'à d'autres moments. Cependant, on a quand même quelques petits exemples bien précis. Nous avons organisé récemment, il y a quelques mois, les championnats du monde pour des personnes atteintes des maladies de Parkinson et d'Alzheimer, qui ont été un vrai boost au niveau local et au niveau de ces pratiques bien spécifiques. Notre section, elle comportait 3-4 personnes avant cette compétition-là. Et depuis, on est passé de 3-4 à plus d'une vingtaine de personnes qui sont assidues sur un créneau spécifique qu'on a créé pour eux. Et les nouvelles personnes qui sont arrivées aussi sont sur ce créneau-là, mais aussi sur d'autres créneaux qui sont ouverts à tous. Et je pense, là je te rejoins, il y a quand même cette volonté de s'ouvrir à tous, mais avec quand même des besoins spécifiques et des adaptations spécifiques en fonction de la maladie. Il ne faut pas se cacher, quelqu'un qui est en fauteuil ne va pas pratiquer tout à fait le même sport que quelqu'un qui est debout. Quelqu'un qui est hémiplégique n'aura pas la même façon de pratiquer son sport que quelqu'un à qui il manque peut-être juste un bras. Donc il y a quand même des adaptations qui doivent être faites et ce que je constate aussi, c'est que les fédérations de plus en plus prennent en compte pour l'aspect compétitif ces spécificités. Pour en revenir encore une fois sur les adaptations qu'on a pu faire pour les maladies de Parkinson, on a mis en place un temps mort spécifique d'une demi-heure pour que les gens puissent aller prendre des médicaments, parce qu'ils ont une médicamentation très spécifique qui fait que certains médicaments ont une durée de vie ou d'absorption qui peut faire que il leur faut une demi-heure pour être de nouveau sur pied. Et donc il y a des petites règles ou des petites choses comme ça qui
qui sont adaptés par les fédérations au fur et à mesure que les gens viennent et pratiquent. Mais la base, c'est quand même d'attirer les gens dans la pratique sportive, de leur faire du sport, parce qu'on constate que faire du sport, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Et là où j'insisterai aussi, c'est que les gens, de plus en plus, cherchent du contact social et pas que du sport. Et donc les clubs sont en première ligne pour ça. Sont en première ligne, quand on parlait d'inclusion, les clubs sont en première ligne pour pouvoir apporter des moments conviviaux à l'issue de la pratique sportive, leur permettre aux gens de rencontrer d'autres personnes. Et encore une petite anecdote, quand on parlait de l'inclusion, enfin de l'accessibilité, un des premiers problèmes qu'on a dans l'accessibilité, c'est pas forcément les salles, parce que nous on est dans une superbe salle qui a été construite il y a 10 ans, donc qui est accessible qui est sans problème accessible, mais qui a aussi des douches adaptées, enfin tout ce qu'il faut. La problématique chez nous, c'était que les gens ne pouvaient pas venir à la salle parce que les transports en commun sont trop loin. Et le soir, il n'y en a pas. Donc s'ils pratiquaient le soir avec les adultes, le soir à 22h, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Mais le fait d'avoir poussé les portes du club, d'avoir fait rencontrer d'autres personnes, a pu faire que d'autres personnes se sont proposées pour les ramener chez eux le soir après déjà les chercher, puis les ramener chez eux. Et pour moi, ça fait partie aussi de l'inclusion et aussi de l'apport social que peut apporter le sport. Il n'y a pas que la pratique sportive en soi, ce qui est déjà certes bénéfique pour les gens, mais aussi toute cette partie inclusion qui est importante. Et pour revenir donc à ta question initiale qui est est-ce que les jeux ont rapporté, ont fait venir beaucoup de monde, j'ai quand même quelques exemples de personnes qui sont venues parce qu'ils ont vu les Jeux paralympiques qui ont eu une formidable exposition pendant cet été. On a quand même quelques personnes qui sont arrivées, quelques nouvelles personnes qui se sont dit ça serait bien quand même que je fasse du sport. Peut-être pas que j'atteigne les performances d'un Stéphane Moliens dans notre sport, qui est quand même une belle référence. Peut-être pas aller jusque-là, mais c'était quand même intéressant pour eux de faire du sport et de rencontrer du monde. Alors avant de conclure, pour poser différentes questions à nos intervenants, peut-être une question commune pour Jean-Marie et Mélanie concernant les moyens. C'est un peu le nerf de la guerre. Au niveau financier et matériel, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour justement développer cette pratique-là ? Je démarre ? Bien. Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, au niveau du sport adapté, il n'y a pas de problématique de matériel, puisqu'en fait, on a affaire à des gens qui n'ont pas de problème de mobilité. C'est plutôt des adaptations de règles, comme je le disais tout à l'heure. Donc pour nous, c'est plutôt organiser des ateliers, des séminaires de sensibilisation, et puis surtout de sensibilisation pour les bénévoles et pour les dirigeants des clubs, de manière à leur faire percevoir que ce n'est pas insurmontable. Et on essaye également, dans le cadre de ces actions, d'inviter des personnes en situation de handicap à participer à des échanges. Et notamment, ça permet un petit peu de dédramatiser, et puis ça permet surtout de voir un petit peu les comportements de la personne et, je dirais, ce type de handicap. La deuxième chose, c'est au niveau de la formation, c'est programmer des formations, bien évidemment, pour les encadrants et les bénévoles. Et puis surtout, alors, ces formations se font sur la base de jeux de rôle et afin de permettre aux encadrants et aux bénévoles de bien comprendre un petit peu toutes les techniques qu'il faut un petit peu avoir concernant, les différents types de handicap. Je parle surtout du handicap mental, bien évidemment. Et bien évidemment de leur donner ainsi des clés pour réagir face à une situation qui pourrait éventuellement et malheureusement se présenter. La dernière chose, c'est effectivement organiser des échanges entre les clubs. Mais ça, je crois que Mélanie en a parlé tout à l'heure. Ça me paraît important parce que, les clubs qui ont accueilli des personnes en situation de handicap, quel que soit d'ailleurs le type de handicap, ont une expérience, ont, un vécu avec ces personnes et avec ce public,
et bien évidemment peuvent faire partager cette expérience aux autres clubs. Et nous, on essaye d'organiser assez fréquemment ce genre de manifestations afin de permettre des échanges au niveau des clubs. Financièrement, nous chez Handisport, il y a des dispositifs qui existent parce qu'effectivement, l'achat de matériel spécifique pour les personnes en situation de handicap moteur, c'est toujours un coût. Après, c'est pas l'Amérique non plus, hein, mais il y a quand même des trucs qui sont mis en place. Il y a ce que l'on appelle chez nous le dispositif de valorisation territoriale, qui est en fait l'ancien CNDS, dont la compétence a été redonnée aux fédérations sportives. Ce sont des dossiers de subvention qui sont sur des actions, et sur des actions qui sont à orientation fédérale, bien évidemment, parce que comme chaque comité départemental sportif, on a des orientations qui partent du fédéral, qui vont au régional et qui sont redéclinées en départemental. Sur ces actions-là, il y a des choses qui sont possibles et des choses qui sont finançables. Il y a aussi l'ANS Équipement, donc l'Agence nationale du sport, qui peut aider à financer des projets à partir du moment où c'est des projets d'achat à plus de 12 500 €. Après, sur de l'achat de fauteuils et tout ça, ça peut aller très très vite. Mais ce qui est surtout important à savoir, je pense, c'est ce qui existe sur le local, donc sur le département. On a la chance avec le conseil départemental en Moselle d'avoir un truc inédit qui ne se fait nulle part ailleurs, qui s'appelle le PESS et qui nous permet d'avoir une partie financée, pas la totalité, mais entre 30% à peu près, sur l'achat d'équipements spécifiques pour la pratique sportive, mais qui n'est pas de l'équipement individuel, qui est de l'équipement pour la pratique de tous. Donc c'est du matériel qui va servir à l'ensemble du club, à l'ensemble des personnes en situation de handicap, mais ce ne sera pas un fauteuil spécifique pour telle ou telle personne avec telle et telle hauteur et telle norme. Ce sera vraiment pour le développement de la pratique de tous. Et puis aussi en Moselle, on s'attache depuis quelques années avec le comité à mettre en place ce que l'on appelle une banque de matériel. Donc on a investi dans beaucoup de matériel, qu'il soit sportif ou des fauteuils multisports, etc., de façon à pouvoir prêter aux clubs qui souhaitent s'ouvrir à une pratique spécifique avec des personnes en situation de handicap, du matériel, alors qu'il n'est pas forcément le matériel spécifique pour telle pratique. On n'aura pas de fauteuil basket pour les baskets, on n'aura pas de fauteuil tennis, par exemple, pour du tennis, mais on a des fauteuils multisports qui peuvent faire l'affaire et qui peuvent être mis à disposition d'un club pour lancer l'activité jusqu'à ce que des demandes de subventions un peu plus hautes puissent être faites. Voilà. Donc je pense que c'est le plus important, c'est ça, c'est la banque de matériel qui est disponible en Moselle. Si un jour vous avez dans l'ambition de développer vos pratiques pour des personnes en situation de handicap. Si je peux me permettre une petite réflexion, s'il y a des responsables de clubs ici, allez-y. Ne vous posez pas la question de est-ce que je vais y arriver financièrement ou pas. Il y a plein d'aides dans tous les coins qui peuvent... elle vient même de dire qu'elle a oublié quelque chose. Donc il y a plein d'aides financières. Le côté financier ne doit pas être un frein. Le côté... surtout en Moselle, effectivement. Oui. Il y a plein d'aides aussi de point de vue des formations, aussi bien du côté de sport adapté que de handisport. Ils sont vraiment là, et pour les côtoyer depuis une dizaine d'années, je peux vous dire qu'ils sont là et ils nous aident beaucoup, nous les clubs, pour des formations, pour développer les choses. Donc lancez-vous. N'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur d'accueillir des personnes. Il y a derrière toutes les structures qui sont là, encore plus en Moselle. On a vraiment la chance en Moselle d'avoir toutes ces structures pour nous accompagner. Donc ne vous mettez pas de frein, ne vous mettez pas de barrière. Accueillez des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, et vous verrez, vous en sortirez enrichis. On peut les applaudir. On a évoqué pas mal de sujets. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On en profite. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a toujours la première question qui... Ah, ouais. Tu veux que je me mette debout? Ça va être dur. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Belkir Belada, député de Moselle. Je voulais remercier notre conférencier pour sa belle intervention et d'avoir une approche sociologique d'un chercheur, c'est essentiel parce que les travaux de recherche ne sont pas suffisamment pris en compte dans nos politiques publiques, et je le dis. Et c'est une action qui est menée que très récemment. Voilà. Et ça nous permet effectivement de pouvoir aller beaucoup plus loin, notamment sur
La recherche, alors je vais un peu plus loin dans la recherche appliquée à travers l'innovation, puisqu'on a vu à travers les Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a aussi un côté innovation sur les prothèses, sur la manière de préparer les entraînements, les compétitions, qui peuvent être dupliquées dans les clubs également. Je voulais vous remercier pour vos différentes interventions et votre approche terrain, et les défis sont immenses. C'est une vraie révolution culturelle qu'on doit mener collectivement du national jusqu'au local. On est prisonnier de nos représentations, vous l'avez dit à juste titre tout à l'heure. J'ai eu l'occasion d'organiser une rencontre de ce type dans le cadre de la préparation de la loi héritage, et on avait l'ensemble de l'écosystème du handicap qui était là, le mouvement sportif, les acteurs économiques, etc. Et on a un premier intervenant qui intervient qui était malentendant, et à l'Assemblée nationale, aucun dispositif technique ne permettait effectivement à cette personne de pouvoir finalement être suffisamment à l'aise dans les travaux que vous menions ensemble. Donc ça veut dire tout le travail qui doit être mené, y compris dans une noble institution comme celle-là. Beaucoup de sujets qui ont été évoqués, le matériel, enfin voilà, les remboursements de fauteuils, c'est un long combat, notamment de Stéphane Pétavy, que je mène à ses côtés dans le cadre du Parlement du sport, et on a réussi effectivement à aboutir avec quelques labeurs. Mais je pense aussi que les projets de vie doivent intégrer dans les décisions de la MDPH, notamment, la question de l'activité physique et sportive. Ça peut commencer aussi par là, pour que ça puisse alimenter en fait l'ensemble de l'écosystème. Alors moi, j'ai une seule question pour le parlementaire que je suis, c'est s'il devait y avoir une mesure pour chacun d'entre vous, une mesure, quelle serait cette mesure que vous proposeriez? Moi, j'ai la mesure. Alors, nous, on a un énorme problème, et je pense qu'il est récurrent, enfin, il est global. C'est un problème de transport. On a un énorme problème, c'est-à-dire que l'objectif des CD, que ce soit, j'imagine, CD handisport comme le CD de sport adapté, c'est d'essayer de trouver des clubs sportifs qui accueillent des personnes en situation de handicap le plus près possible de leur lieu de vie ou de travail. Le problème, c'est que on n'a pas toujours les clubs qui sont à portée, je dirais, de marche à pied, dirons-nous, dans des conditions normales. Et là, on a un gros problème, c'est qu'effectivement, si une personne en situation de handicap habite très loin d'un club, comment fait-il plutôt pour se rendre dans ce club, étant donné que le club est tout à fait d'accord de l'accueillir dans son sein. Donc voilà. Donc je pense que ça, c'est une grosse problématique, le transport. Voilà. Je pense que nous, une des problématiques qu'on a aussi, c'est qu'on ne sait pas où trouver les gens. Parce qu'il y a une espèce d'omerta aussi sur un espèce de secret médical où on ne doit pas avoir le listing, on ne doit pas savoir où il y a des enfants qui sont intégrés dans des établissements ordinaires, mais des enfants en situation de handicap qui sont intégrés dans des milieux ordinaires. Il y a plein de petits freins en fait qui font que nous au quotidien c'est une lutte constante de réussir à trouver les informations, parce qu'en fait les gens ne nous connaissent pas, mais si on ne peut pas aller se présenter et pas aller expliquer ce qu'on fait, c'est toujours un peu plus compliqué. Si on les attend, on les a pas parce qu'ils viendront pas spécialement vers nous. Et en fait, il y a souvent ces problèmes-là. Il y a quelques années, j'avais fait un questionnaire auprès des établissements scolaires pour savoir juste sans nommer, sans nom, prénom, etc. Juste savoir s'il y avait des enfants en situation de handicap qui étaient pris en charge dans l'établissement. Je crois que j'ai eu 8 réponses sur 200 questionnaires, dont des réponses négatives, donc ça ne m'avançait pas spécialement non plus. Mais en fait, c'est compliqué. On a des relais MDPH, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Et c'est un vrai problème, en fait, de ne pas savoir où aller chercher les personnes. En fait, en structure, les personnes, on les a tout le temps. Par contre, toutes les personnes qui sont autonomes à domicile, je pense qu'à un moment donné, il y a quand même la possibilité d'avoir des infos sur où ils sont, alors sans forcément nous diffuser
l'intégralité de leur état civil, mais juste peut-être savoir pour les gamins en situation de handicap, où est-ce qu'ils sont vraiment intégrés dans les établissements, comment on peut aller les chercher. Pour les personnes qui sont autonomes à domicile, peut-être avoir un relais supplémentaire, quelqu'un sans forcément que ce soit nous qui ayons toutes les informations, mais d'avoir une personne spécifiquement, par exemple à la MDPH ou sur les services spécifiques pour les personnes en situation de handicap, qui puisse être là pour orienter les gens et expliquer ce qui se fait et que nous, on puisse être relais derrière, mais qu'on ait déjà cette petite miette qui nous permette de les trouver, quoi. Du coup, ça ferait 3 choses alors. Non, moi, je partirais de quelque chose d'autre que je souhaite aussi mettre en place pendant ces 4 ans-là. Le chemin peut être assez difficile pour le faire, mais c'est quelque chose que j'ai vu depuis maintenant 4-5 années en étant avec toutes les personnes en situation de handicap de plusieurs disciplines. J'aimerais mettre en place une licence de sport un peu multidisciplinaire, mais qui ne soit pas la FFSA ou FFSH, mais vraiment par exemple le para-badminton, le para-tennis, le tennis normal, tennis de table, d'autres sports aussi comme ça, pour qu'en fait quelqu'un en situation de handicap, peu importe où il se trouve, s'il est en vacances, pourrait aller faire du sport ailleurs, en pratiquant son sport ou en découvrant un autre sport, avec une seule licence qui serait moins chère que s'il prenait peut-être 10 ou 15 licences qu'il pourrait avoir. Et ça me permettrait, par exemple, moi en situation de handicap, d'essayer de pouvoir faire peut-être du paratennis normal, tennis de table, je ne sais pas comment on dit, c'est du tennis... ou ping-pong, voilà. Donc de pratiquer presque plein de sports avec une seule licence. Et moi, ce que je voudrais proposer à la Fédération française de badminton, c'est que, par exemple, pour un nouveau licencié qui veut se licencier en para-badminton, que la première année, on lui offre cette licence, donc la part fédérale seulement, et pas la part du club. Je pense que ça pourrait aussi dynamiser le fait que les gens aient envie de rejoindre un club, parce qu'ils ne se soucieraient plus de l'argent qu'il pourrait y avoir derrière. Ce serait, je pense, quelque chose d'assez simple, mais il faudrait juste que toutes les fédérations mettent par exemple un petit projet là-dessus, avec un chef de projet pour mettre tout ça en place. Et je pense que ça pourrait être pas mal dans une approche multidisciplinaire, parce que en mettant comme une passerelle, en fait, quand on fait du tennis, si notre état empire, on pourra faire du para-badminton. Et ensuite, la passerelle vers le tennis de table, si notre état empire, on peut aller vers le tennis de table. Donc tout ça, ce serait facilité au cours de la vie de l'athlète qui, au début, va sûrement aller bien, puis après, moins bien. Et je pense que ça pourrait être quelque chose de bien réalisable. Et je vais peut-être essayer de le faire, mais voilà, il faudrait que j'ai du support de d'autres fédérations aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions pour enchaîner ? Christophe, tu as encore une mesure ou pas ? On en a balayé 3 déjà. Et en fait, ils ont déjà donné les 3 mesures que j'aurais pu proposer. Alors, celle que je pense la plus intéressante, c'est de décloisonner les fédérations et d'avoir une licence multisport. Pour les valides aussi, ça peut être intéressant aussi. Ouais. Pas que pour les personnes en situation de handicap. Mais la difficulté est encore plus importante chez les personnes en situation de handicap, parce qu'actuellement, il y a plusieurs fédérations dans certains sports. Et donc, les gens, s'ils veulent faire des compétitions, par exemple, sur le tennis de table, sont obligés de prendre 2, voire 3 licences. Et ça peut être compliqué. Mais j'aime bien l'idée, moi, d'avoir une licence multisport, et je pense qu'on peut peut-être se rapprocher entre le tennis de table et le badminton pour essayer de voir ce qui peut être faisable. Mais oui, je pense que toutes les barrières qui sont administratives, qui cloisonnent les pratiques sportives, doivent être abolies. C'est pour moi je pense la mesure la plus importante. Une question de Flavien. Ouais, une question suite à vos propositions. Aucun de vous ne parle d'emploi.
Et pourtant, finalement, on voit qu'il manque peut-être des relais, des passerelles, des aides aussi pour la formation. Et en fait, comme si moi j'ai conclu un peu aussi par cette idée de passeur et d'intermédiaire entre les milieux, est-ce que finalement aussi ces questions-là, elles ne pourraient pas avancer finalement par une sorte de vague de professionnalisation plus intense, à la fois peut-être dans les mouvements spécifiques pour accompagner les clubs, mais peut-être dans les comités départementaux, à l'école, de personnes qui seraient un petit peu à la jonction du monde du handicap, du monde du sport, du monde de l'école, et qui permettraient finalement de développer ça. Donc voilà, aucun de vous n'a amorcé ça. Peut-être pour quelle raison? Est-ce que ça peut être vraiment une idée, ou est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que finalement c'est pas par l'emploi qu'on peut résoudre la solution? Des moyens financiers en plus, quoi. Alors moi je suis complètement d'accord, sauf que déjà sur des emplois comme les nôtres, on essaye de survivre difficilement sur des postes qui ne sont pas subventionnés ou peu. Donc en fait la question de l'emploi, nous on a mis 10 ans à être 2 sur le département, donc la question de l'emploi elle est compliquée. Pour les associations elle est compliquée, pour les comités comme les nôtres elle est compliquée. Si on veut faire vraiment notre métier, il faudrait qu'on soit sur des emplois qui sont subventionnés à taux plein, et c'est loin d'être le cas. Ce qui fait qu'on est obligé d'aller chercher déjà des prestats ailleurs pour essayer de joindre les deux bouts et d'avoir des emplois qui sont viables à la fin de l'année. Donc en fait, la question de l'emploi, elle est dans toutes les têtes, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des vraies passerelles à faire, et c'est ce que Alors c'est un peu, en fait, finalement, quand on a vu l'évolution de la structuration du sport, et notamment les délégations, enfin les fédés qui récupéraient certaines compétences de développement, notamment sur le handisport, etc., je pensais justement que des emplois allaient être mis en place pour aider à faire ces passerelles-là et accompagner les fédés valides qui se retrouvaient finalement d'un coup avec la composante handi à développer, alors qu'ils ne l'avaient jamais fait. Et pourtant, c'est pas ce qui a été choisi. Alors... moi, je pense que ça pourrait vraiment aider, mais quand on voit déjà le peu de moyens qu'on a, on imagine bien que ça va pas être la priorité du moment de mettre des emplois supplémentaires alors qu'ils n'arrivent déjà pas à financer ceux qui sont déjà en place maintenant. Et j'ajouterais que ça ne va pas forcément aller dans le bon sens. Mais je ne veux pas vous démoraliser pour autant. Sur la question de l'emploi, moi j'ai une vision un peu différente. Qui est qu'il y a plein d'emplois dans le sport, mais qui ne sont pas pourvus parce que les métiers du sport ne sont peut-être pas assez bien valorisés. On a effectivement souvent des salaires, il faut le dire, des salaires de misère pour les gens qui sont dans le sport, et ça n'attire pas des jeunes à se former et à aller faire un BPGEPS, un DEGEPS, et toutes les formations qui sont qualifiantes pour pouvoir encadrer dans le sport. Parce que je le vois, moi, en tant que président de la Ligue du Grand Est, on a mis en place un BPGEPS tennis de table il y a 3 ans, avec, on est à la troisième session, et on peine à avoir des candidats. Parce que je ne sais pas, il y a une vision de ces métiers qui est un peu dévalorisée. On a, alors c'est certes des métiers qui sont des métiers de passion. Il faut être vraiment passionné, mais il y a quand même beaucoup de contraintes. C'est souvent des métiers qui se pratiquent le soir, le week-end, les jours fériés, quand les gens sont disponibles pour aller faire une pratique sportive. Et donc toutes ces contraintes-là font que on a des fois du mal à trouver des jeunes pour les former. Et après, le recrutement dans les clubs, je pense que c'est pas forcément un vrai problème, parce que moi je le vois en tout cas sur toute la région Grand Est. J'ai au moins une dizaine de clubs qui cherchent à avoir des éducateurs sportifs dans le tennis de table, alors, ouverts sur la pratique valide, mais aussi ouverts sur la pratique handi. Et sur la pratique handi, je reviens sur ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, ce que Mélanie et Jean-Marie aussi ont mis en avant, c'est qu'il y a beaucoup de formations qui existent, et donc on peut se former. Donc il n'y a pas de problème de formation. Pour moi, le problème principal, c'est d'avoir des candidats et de rendre ces métiers plus valorisants, enfin plus attractifs. Donc, je suis la maman, moi, de Lucas Russolo, qui est champion de France en paratir.
et en boccia. Et il a 15 ans et demi. Hein. Donc il est à Lauréat Lavigny. Donc beaucoup d'enfants qui sont à Lauréat Lavigny font du sport adapté. Et nous, on est devenus arbitres en faisant cela, justement, en accompagnant Lucas à toutes les compétitions. Je voulais simplement dire que les licenciés para qui ont une reconnaissance MDPH, la MDPH prend en charge les transports aller-retour pendant un certain nombre d'années, et c'est par le biais de la PCH. Ça, c'est des choses que les clubs ne savent pas, et même les licenciés qui veulent faire du sport. Moi, je l'ai appris il y a quelques mois. Hein. Donc, je vous donne cette information, elle est quand même importante, et ça permet aussi peut-être aux clubs, pour ceux qui ont des transports, parce que certains clubs qui font de la boccia ont des transports, peuvent demander le remboursement des frais kilométriques, aller et retour pendant un laps de temps que le sportif... Non, moi je voulais un peu intervenir par rapport à ce qui a pu être dit. Moi j'ai travaillé à peu près de 40 ans dans le domaine, disons, de la santé au sens large, y compris dans la direction de structures sanitaires et médico-sociales. Mais j'ai aussi un autre volet, je suis aussi éducateur sportif et maître nageur. Et j'interviens dans certaines associations. Ce que je constate, et y compris, alors quand on évoque le handicap, j'ai y compris assuré la direction d'un établissement dans le handicap sensoriel, mais ce qu'on évoque, je le dirais de manière un peu plus large, c'est y compris les problèmes de santé, je dirais au sens large, quelqu'un qui est atteint d'obésité, a aussi un handicap, des personnes qui ont un diabète, qui ont eu un problème, un cancer, un problème psychiatrique ou autre, nous les prenons en charge éventuellement, mais il faut dire qu'au niveau de l'État, il n'y a pas une véritable, je dirais, incitation, promotion de la santé au sens large du terme, et comme vous l'évoquez tout à fait à juste titre, il y a des métiers un peu réglementés. Dans le milieu aquatique, il y a une obligation, je dirais, d'avoir un diplôme d'État à jour et avec des formations, je dirais, pour moi c'est plus simple parce que je suis retraité, mais la question quand même se pose d'avoir quand même à la fois une approche de promotion de la santé, y compris bien sûr pour les personnes handicapées, et on voit tout le bénéfice que ça apporte, je dirais, tant sur le plan, je dirais, physiologique que psychologique. Et ça a été, je fais peut-être une redite un petit peu de ce que vous avez dit, mais le contact humain, la capacité, y compris, là je prends en charge quelquefois des enfants qui sont atteints d'autisme, de débilité moyenne dans certaines structures, on les met avec les autres enfants. Après, c'est une alchimie qui fait que ça prend, mais il faut toujours aussi avoir le recul, mais avoir aussi, je dirais, il faudrait effectivement plus institutionnaliser et faire en sorte que les ressources, je dirais, moi j'interviens dans 2 structures, mais ne soient pas non plus trop précaires et qu'il y ait effectivement une approche un peu plus de promotion au niveau national, j'entends, parce qu'en fait, les financements et surtout le bienfait pour la santé, enfin je dirais au sens large du terme, il faudrait qu'il y ait une plus large promotion et une connaissance, en tout cas par le grand public, de ce que peut apporter en tout cas le sport au sens large du terme. Voilà un petit peu ce que je voudrais dire. Merci. Je voulais rebondir un peu par rapport à ce que monsieur disait. Le plus dur, c'est aussi quand on fait partie d'une fédé où il n'y a pas de compétition. Donc, je ne sais pas si je fais du sport, mais je représente comme la fédé de l'aïkido. Et nous, on n'a pas de compétition. J'estime qu'on est sportif quand même, parce que quand on pratique depuis 50 ans un art martial, c'est motiver les gens et trouver les ressources à l'intérieur des clubs, dont je fais partie ici sur la Moselle, mais pour développer et encourager les personnes qui poussent les portes d'un dojo pour continuer pendant 10-15 ans, qu'on arrive à les mener à des ceintures noires, qu'ils soient hémiplégiques, qu'ils soient à l'inverse de la compétition et qui grandissent, parce que dans la première élocution que vous avez donnée tout à l'heure, c'était très intéressant, vous avez parlé de valeurs.
Et la base de tout ce qu'on fait, c'est les valeurs, c'est-à-dire qu'on grandit d'après ce qu'on est nous et ce que la personne nous propose en face et comment on va l'aider à grandir. Et je rejoins carrément ce qu'on disait là, c'est comment se former, comment évoluer et comment structurer tout ça. J'ai la chance d'aller dans d'autres pays pour pratiquer et en tant que prof. Et quand je vois qu'à Luxembourg, la structure est tout à fait différente, on nous aide. J'ai la chance d'aller aussi en Suisse pour pratiquer mon art martial. Et il y a un encouragement, il y a des aides et pour les personnes et pour les entraîneurs. Et surtout pour développer ça. Et aujourd'hui, on est à l'inverse, je trouve, en France, parce qu'on ne veut pas ou on se cache. Parce que quand on fait de la compétition, c'est très bien, on va emmener, je ne suis pas contre tous les gens qui ont été démédaillés, tout ça. C'est-à-dire qu'on élitise un sport, mais après, il y en a plein qui repartent à la maison, qui n'ont pas eu la médaille, et puis après, qui sont déçus, et puis on ne voit plus. Tandis que là, l'important, c'est de grandir, être humaniste, c'est-à-dire grandir d'après ce qu'ils sont. Et puis même s'ils ont été les Jeux Olympiques, même s'ils ont un peu une médaille, c'est formidable. Et c'est tous ces gens-là qu'on a perdus aussi, je trouve, et qu'on devrait retrouver dans tous les dojos, dans tous les sports qu'on peut faire, les tennis, tout ça, et puis toutes les institutions qu'on représente. Voilà. C'est très vrai ce que vous dites à l'instant, et ça pose la question de la place de l'activité physique et du sport dans notre pays. Est-ce que c'est une priorité ou pas? Et organiser des Jeux olympiques et paralympiques en France, c'est un objet politique. C'est pas simplement pour organiser des compétitions et obtenir simplement des médailles. Il y a eu toute une promotion et un accompagnement qui a été fait 3-4 ans avant. Et le plus important, c'est l'héritage. C'est pas en tant que tel les Jeux olympiques et paralympiques où on s'émeut, on se passionne, on chante la Marseillaise, etc., etc. C'est bien, ça apporte de la fraternité. Ce sont aussi des valeurs qu'on retrouve, qu'on aimerait plus souvent retrouver d'ailleurs. Mais bon, on ne peut pas accueillir tous les ans des Jeux olympiques et paralympiques. Voilà, ça nous coûterait excessivement cher. Et ça pose également la question, en fait, pour rebondir sur la question de l'emploi et de ce que vous venez de dire, pour faire le lien avec notamment la question de la prise en charge d'un certain nombre de maladies cardiovasculaires, de personnes en hypertension artérielle, etc., des modèles, le modèle fédéral qui est posé, et celui des clubs, en fait, finalement, et qui est questionné aujourd'hui par, finalement, un certain nombre de pratiquants qui ne sont pas dans les clubs. Vous avez aujourd'hui, sur 10 pratiquants, vous en avez que 2 ou 3 qui sont dans les clubs. Les autres sont où? C'est la pratique dite libre, comment on les accompagne. Et tout l'enjeu du mouvement fédéral, c'est aussi de les amener à ça. Les financements pour financer les emplois et bien d'autres structures, beaucoup d'autres activités, c'est de s'ouvrir vers les entreprises, c'est s'ouvrir vers l'extérieur. Et c'est ce à quoi évolue aujourd'hui le club moderne, à travers notamment la question du numérique, pour aller chercher finalement toutes ces pratiques. Et sur les questions de santé, ça pose aussi la question des modèles derrière. Qui doit financer finalement tout cela? Est-ce que c'est uniquement le patient? Est-ce que c'est la solidarité nationale? Est-ce que ce ne sont pas finalement les investissements que peut faire la solidarité nationale à un moment donné pour accompagner ces personnes qui sont en hypertension artérielle, obèses et qui ont d'autres problématiques cardiovasculaires, qui permettraient justement de faire gagner des économies et qui pourraient être réinvesties dans la promotion de la prévention et l'autonomie. Et c'est ce qu'on essaye de faire, mais c'est à quoi on n'arrive pas aujourd'hui, parce que la direction de la sécurité sociale bloque aujourd'hui et considère qu'il n'est pas normal de financer une personne qui est, pour faire de l'activité physique adaptée, à une personne qui a des troubles relativement importants et graves. Et donc, c'est finalement ce modèle qu'on re-questionne aujourd'hui, pour rejoindre à ce que vous disiez tout à l'heure, les interrogations et les pistes qu'il faut revoir. Et les réponses, elles sont à la fois dans les clubs et elles sont dans une volonté politique nationale de considérer à la fois le sport comme une priorité nationale, mais au-delà simplement du sport,
c'est pas tant le terme de sport avec sa connotation compétition, mais c'est derrière ce que peut apporter l'activité physique au bien-être de la société finalement. Et derrière ça, c'est comment on le finance et comment réinvestir finalement cet engagement au nom de la collectivité nationale dans la prévention et dans le financement des associations. Je pose beaucoup de questions, mais on est dans ces enjeux en fait aujourd'hui en fait. Hein. Et les Jeux olympiques et paralympiques et l'héritage, les réponses qu'on doit amener dans l'héritage et dans la future loi héritage, que ne propose pas pour l'instant le gouvernement, ce sont justement les réponses à certaines de ces interrogations en fait. J'avais envie de réagir parce que je trouve intéressant la manière dont le débat s'est déplacé en faisant la jonction entre handicap et santé publique, parce que finalement on a une tendance, en partie parce que historiquement les politiques publiques et les politiques sportives sont extrêmement segmentées. Monsieur parlait qu'on avait tendance à mettre les gens dans les cases et on met des thèmes dans les cases et finalement on organise une conférence une année sport et handicap, l'autre année sport santé, l'autre année sport et insertion, parce que les politiques publiques sont construites comme ça, parce que les chercheurs, même, on est les premiers, nous, à tomber dans le panneau, j'ai envie de dire, un jour on travaille sur les politiques de sport handicap, un jour on travaille sur les politiques de sport santé, sans voir forcément les jonctions, et les jonctions qui parfois, par contre, se voient au niveau local. Et c'est là-dessus que j'avais envie de réagir et qui est intéressant, et je pense qu'il peut aider à interpeller aussi le monde sportif associatif, c'est que dans le secteur des politiques de santé, qui se sont très fortement développées, notamment en Grand Est, avec une ARS qui met beaucoup de moyens autour de la prescription médicale d'activité physique depuis 2019. Et on a vu des professionnels des activités physiques adaptées, diplômés des filières STAPS, monter des structures privées dans des salles, un peu sur le mode des salles de fitness, mais pour des personnes plus vulnérables, malades. Et en fait, j'ai mené une petite enquête aussi ces dernières années sur plusieurs de ces salles, en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. Et en fait, ce qui ressort, auquel je ne m'attendais pas, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes handicapées, à mobilité réduite, personnes handicapées mentales, qui vont rejoindre ces salles, parce qu'en fait, elles vont trouver dans ces salles, finalement, un éloignement total de toute forme de compétition, de toute forme de performance, un accompagnement individualisé avec des modèles pédagogiques assez élaborés qui prennent en compte leurs besoins. Et finalement, quand on s'intéresse à elles, on se rend compte qu'elles ont tenté parfois d'aller dans un club, puis un autre club, et puis ça n'a jamais marché. Et là, elles trouvent dans ces salles de quoi être accueillies convenablement, avec une prise en compte de leurs besoins. Et c'est assez intéressant, d'autant plus quand on est finalement militant associatif. Moi, je suis aussi issu en tant que je suis chercheur quand j'étudie ça, mais je suis une personne qui a été toute ma vie investie dans le monde associatif, et me dire, tiens, en fait, une salle privée marchande, qu'on a envie finalement, quand on vient du monde public et le monde associatif, on a envie d'être critique en disant ils sont là pour gagner de l'argent, pour faire avec le premier objectif qui est la rentabilité. Et en fait, on se rend compte qu'ils répondent mieux aux besoins d'un certain nombre de populations. Alors, il faut que la population soit solvable, hein, mais qui répondent mieux à la population, qui répondent mieux aux besoins que le monde sportif, associatif et éventuellement le monde public. Et je trouve que ça doit aussi questionner finalement le monde public et associatif, de voir que finalement aujourd'hui il y a des acteurs privés marchands qui répondent mieux qu'eux à certains besoins et à certaines missions de service public en fait. Ouais, peut-être mon dernier point par rapport à tout ce débat, c'est que remettre peut-être aussi le bénévole au cœur du sujet. On a parlé de professionnalisation, mais la plupart de nos clubs fonctionnent grâce à nos bénévoles, que ce soit les clubs ou les fédérations sportives. Et on attend depuis des années un statut du bénévole. Belkir, tu sais de quoi je parle. Mais aussi au-delà de ce fameux statut du bénévole, ce que je constate, c'est que de plus en plus on fait peser un certain nombre de réglementations, de contraintes sur les bénévoles, ce qui peut refroidir beaucoup de monde. Et ici, justement, pour accueillir des personnes en situation de handicap, on met en place aussi, ou on pense qu'on met en place des normes, qu'on met en place des choses, des formations, des contraintes supplémentaires sur ces bénévoles-là, qui vont peut-être être de plus en plus réticents
impulser la pratique sportive et l'ouverture sur le handicap. Et je pense que là aussi, il y a peut-être quelque chose à faire pour revenir en arrière sur toutes les règles et toutes les obligations qu'on fait peser sur les bénévoles. Et ça ouvrira, à mon sens, le champ des possibles, déjà sur un public valide, mais encore plus sur un public en situation de handicap. Moi, j'avais juste un dernier mot. Je rebondis sur ce que tu as dit, Philippe, tout à l'heure. L'aïkido, où comme il n'y a pas de compétition, on a l'impression qu'on n'est pas sportif. Le mouvement d'e-sport, c'est très aussi étiqueté compétition. Pour autant, sachez que 98%, je pense, de notre métier, c'est du développement du sport et du sport pour tous et du sport de masse et pas du sport compète, même si on a quand même des athlètes qui sont médaillés aux Jeux, on a des jeunes athlètes qui font des titres nationaux. On a la chance d'avoir ces vitrines-là parce que, encore une fois, le sport n'est perçu comme sérieux que lorsque on ressort des médailles aux Jeux ou qu'on a un nombre de licenciés exponentiel. Pourtant, je pense que les vraies valeurs dans tout ça, c'est de permettre à tout le monde de trouver une pratique. Et donc, c'est pas forcément d'en faire des licenciés à l'année, mais c'est de permettre à des gens d'essayer des choses et de se trouver peut-être une vocation dans telle ou telle pratique. Si j'en viens là, c'est juste pour vous dire que vous, dans vos clubs respectifs, il faut pas avoir peur de se lancer, de laisser erreur. Nous, on est dedans tout le temps. Tous les jours, on fait des erreurs. Tous les jours, on réadapte et on essaye de voir ce qu'on peut trouver. À partir du moment où vous avez la volonté de vouloir développer vos pratiques et que vous avez envie vraiment de mettre des choses en place et d'accueillir des personnes en situation de handicap ou des personnes des problèmes de santé particuliers, des besoins spécifiques en tout cas, je pense que vous ne pouvez pas vous rater. Humainement, personne ne viendra vous appuyer sur le fait que vous êtes trompé sur une adaptation PEDA ou sur une adaptation matérielle parce que ça ne fonctionne pas. En 15 ans, moi, il y a des milliards de trucs qui n'ont pas fonctionné. Pour autant, je continue quand même à essayer de trouver des solutions et personne ne m'a dégoûté de mon métier parce que je m'étais plantée une fois. Donc c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. C'est pas parce que vous avez certaines appréhensions pour mettre en place des nouvelles pratiques avec essayer des choses, mais essayer des choses. C'est pas grave. On peut se tromper et tout le monde a le droit de se tromper. Et je pense que si on dédramatisait déjà un peu tout ça et que les gens avaient déjà moins peur de se tromper, on pourrait déjà vachement mieux intégrer aussi les personnes à besoins spécifiques dans les associations sportives classiques. Agnès, un petit mot pour conclure. Moi, je voudrais déjà vous remercier encore une fois parce que c'est super sympa. Je pense qu'on s'est enrichis mutuellement de nos échanges. Remercier nos intervenants, remercier monsieur le conférencier qui a permis d'introduire les débats de façon très intéressante. Et puis, vous inviter à participer à toutes nos actions. Les formations, si vous pouvez les diffuser auprès des personnes dans vos clubs, parce que plus on sera à sensibiliser, plus j'espère le sport, le handisport, le handicap, le sport et le handicap, pardon, excuse-moi Jean-Marie, aura de chance d'exister en Moselle. On a la chance d'avoir des actions qui sont intéressantes. Vous, les clubs, vous menez déjà aussi pas mal d'actions. Il faut vraiment qu'ensemble, et j'appuie sur le terme ensemble, et le projet s'appelle Moselle Sport Ensemble d'ailleurs, on puisse faire avancer cette cause et accueillir le maximum de personnes en situation de handicap dans nos clubs, qu'ils soient sur le champ du loisir ou qu'ils soient sur le champ de la performance. N'hésitez pas aussi à contacter nos collaborateurs qui sont là aussi pour vous renseigner. Pareil avec Mélanie du handisport ou Sarah, les collaborateurs du sport adapté, et Julien, pardon, excuse-moi, je t'ai oublié, qui sont là à votre service aussi. N'hésitez pas à les contacter, ils pourront vous aider. Nous pourrons aussi vous aider au GDOS, n'hésitez pas également. Et j'espère qu'on refera des temps comme ça et qu'ensemble, je le redis, on fera avancer cette cause qui est super importante. Parce que comme l'a dit Belkir, je pense qu'effectivement l'héritage est plus important que ce qui s'est passé en 2024, même si ça a été quelque chose de super, mais l'héritage doit vraiment perdurer. Voilà, merci beaucoup.